Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Fit Process Show. Comme vous voyez, le setup a évolué. Aujourd'hui, on a deux invités, je vais vous les présenter après. Mais on va parler business avec tout ce beau monde. On va parler business dans le CrossFit et surtout essayer de comprendre pourquoi 70% des honneurs ont du mal à se payer en France. Donc avant tout ça, jingle. Ok, on attaque. Donc, on présente plus notre Flowfit international qui est à ma gauche, mais avec nous aujourd'hui, on a Xav et Flo qui sont avec nous, qui ont la société Fit & Rack, mais qui sont aussi propriétaires de CrossFit Démon. Et avant de vous présenter simplement, comment allez-vous ? Ça va très bien, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez pas eu la grippe cette année, hein ? Ah si. Moi, j'ai été torché il y a 3 semaines, ça m'a séché. Je voulais partager ça avec vous pour commencer, voilà. On y passe tous. Nous, on est solide avec Flo. Ouais, je pense que les flows sont au niveau dessus, niveau. Et ben écoute, on va commencer un peu juste les présentations, histoire de remettre un peu le contexte, savoir depuis quand vous êtes dans le milieu du CrossFit, ce que vous avez créé ensemble, si vous avez créé d'autres choses avant. Et puis après, on lancera la première thématique, ok ? Qui se lance ? On peut parler proche du micro, mon Xav. Tu m'entends là ? Pas hésiter. Ouais, je t'entends bien. Un petit peu d'histoire. Allez, let's go. Alors avec Florent, on s'est connus en 2010 sur les bancs de l'école. On a fait notre école d'ingénieur ensemble à Lyon, et Cam Lyon, on était en alternance. On était sportifs tous les deux et puis passionnés de sport. J'essaie de mettre un petit peu plus de mots là-dessus, mais c'est bien. Donc on faisait nos études ensemble, on était en alternance, on bossait, on s'entraînait les soirs et les week-ends comme tous bons étudiants, j'espère. Et donc dans la salle où on s'entraînait, c'est comme ça qu'est né en fait Fit & Rack et le projet Fit & Rack. La salle où on... Ouais, mais regarde, vu que c'est nouveau, mets ton petit micro devant la bouche, qu'on est bien, tu peux le décaler un peu à droite, ça passe. Voilà. À droite comme ça. Yes, là on a un meilleur son, vas-y. Donc dans la salle où on s'entraînait, on faisait pas du CrossFit à l'époque parce que c'était en 2011-2012, on faisait du cross-training. La salle elle s'appelait Fit & Coach même. C'était Gym 237. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais c'était Fit & Coach marqué sur l'enseigne, et c'était Gym 237. Donc on faisait un peu du cross-training avec des amis. Et là-bas, le gérant voulait optimiser un peu l'espace, parce qu'il y avait beaucoup de machines traditionnelles de musculation, une machine pour faire les jambes, une machine pour faire développer couché tout en charge guidée. Donc il voulait optimiser un peu l'espace et faire une structure un peu plus fonctionnelle où il peut faire tous les exercices qu'on connaît maintenant de l'entraînement fonctionnel. Donc après des discussions avec Florent, donc il y a eu un croquis qui a été fait, une première fabrication qui a été faite dans son atelier de maintenance, là où il travaillait en alternance. Le premier projet est né comme ça, donc après, une fois que c'était installé, on va dire que beaucoup de coachs étaient intéressés par l'idée et le concept de simplifier un peu l'entraînement avec une seule structure. C'est comme ça que le projet est né. Comme ça, on a commencé à souder nos premiers racks, voilà. Et là on s'est dit on n'est pas des soudeurs. Il y a une légende quand même qui tourne un peu dans le milieu du CrossFit. Est-ce que c'est pas Romain Piéguet qui a votre premier rack ? Non. Alors, c'est pas le premier, des premiers. mais il a l'un des premiers. L'un des premiers. Ouais. Okay. Par contre, c'est le premier rack qu'on a livré en... Non, c'est pas une Clio, c'était quoi ta voiture ? Une Fiat Punto. Ouais, c'était sur le toit de la Punto. Putain, ça devait être ça. C'est véridique. Ouais. Donc on a commencé comme ça. Après, on a travaillé sur le projet, on a mis en place le projet, et puis on s'est dit bon, on va pas y aller trop d'un coup. On a gardé nos métiers d'ingénieur dans l'industrie. On s'est lancé à côté, on a fait une auto-entreprise, on répondait aux clients comme ça, on fabriquait les pièces dans mon ancienne entreprise, on les stockait dans nos garages. Et au bout de 6 mois, ça a vite pris beaucoup d'ampleur. Ça a pris un ampleur où on était obligé de se dire c'est soit on arrête, soit on se lance à 100%. Et on s'est lancé à 100%. Mais après, de toute façon, on va revenir un peu sur Fit & Rack. Je pense que vous pourrez développer un peu tout ça. Mais du coup, dans l'évolution, j'imagine que c'est là où vous vous êtes dit on va ouvrir une salle pour pouvoir montrer ce qu'on fait. Ouais, c'était le but premier de la salle CrossFit Démon. C'était justement pour se dire en fait, ça sert à rien d'avoir un showroom où les produits sont exposés, où c'est tout joli. En fait, le but, c'est de montrer notre marque, que c'est du solide, que c'est vraiment dédié aux pratiquants et dédié aux gérants de sport, et c'est de salles de CrossFit. Et c'est là où on a dit en fait, il faut que notre showroom ce soit une box de CrossFit. Quel meilleur moyen en fait de montrer tes produits dans une utilisation réelle, l'activité qui soit dans l'utilisation et tout, et c'est comme ça qu'est venue la salle. Ouais. Ok. Et t'avais des choses à ajouter peut-être toi de ton côté ? Non, après il a fait un bon résumé de la genèse et de l'histoire. Ouais. De la genèse et de l'histoire. Ok, ça roule les gars. Et du coup donc on va passer un peu à la première thématique. On va juste parler un peu ce côté un peu qu'on a
tendance à voir un peu, là on va parler un peu CrossFit, on reviendra sur Fit and Rack qui est le côté équipement en CrossFit, mais parler un peu de la thématique du business facile où on se dit j'aime le sport, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie d'allier un petit peu les deux et du coup je vais ouvrir ma salle pour pouvoir coacher des gens, gagner un peu d'argent mais aussi pas mal m'entraîner pour pratiquer le sport que j'adore. Donc l'idée en gros c'est de comprendre un peu comment peut-être, enfin, quelles erreurs vous avez pu faire vous en créant, et toi notamment peut-être Flo, après t'es arrivé un peu plus après, donc je pense que t'avais plus de bagou, mais quelles erreurs vous avez fait sur le démarrage, et surtout, est-ce qu'il y a des choses quand vous avez commencé, est-ce que vous les feriez différemment aujourd'hui? On peut vous laisser attaquer, vu que vous avez ouvert CrossFit Démon en quelle année? 2016. Ouais, 2016. Ouais, bah, après, des choses, les faire différemment, oui. Dans tous les cas, c'est sûr que maintenant, avec le bagage qu'on a, on ferait forcément les choses différemment et beaucoup mieux dès le début. Mais après, c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et Ouais, c'est le voyage qui est important. Mais par contre, il y a un truc qui était bien, nous, dès le départ. C'est le fait que on n'est pas coach sportif. Et du coup, en fait, on savait que directement, en gros, la salle de sport, ça allait pas être notre gagne-pain, que c'était vraiment notre showroom. Et du coup, on a mis en place des choses, de devoir recruter des coachs, de devoir recruter justement pour que ce soit propre dès le début. Et c'est justement ce que font pas beaucoup de monde, donc ils sont vachement dans le coaching, tout ça. Mais par contre, tout le reste, ils en parlent pas, ils l'oublient. Et nous, du coup, le fait qu'on soit déjà extérieur à ça, c'est le truc qu'on a fait bien dès le début par le fait qu'on est Fit and Rack à côté, quoi. Et toi, Flo, du coup, tu l'as vu comment, vu que tu es arrivé un peu plus tard en 2021, post-Covid, tu avais l'expérience de CrossFit Lyon où tu avais vu des créations de box et surtout, c'était quand même une grosse structure, CrossFit Lyon. Comment t'as abordé ça? Quelle Je pense, question tu t'es posée? comme dit Flo, c'est en vrai, je pense que je changerais aussi pas mal de choses. Mais en même temps, quand tu ouvres, déjà, je trouve il y a quand même un stress quand tu ouvres, même si avec le recul, tu te dis, bah ouais, mais en fait, c'est sûr que ça allait marcher à cet endroit-là, etc. Mais sur le moment, quand tu ouvres, il y a quand même un stress. Et quand tu mets tes tarifs, tu as ce stress-là qui te parle un peu. Et du coup, tu te dis, ouais, je vais peut-être pas mettre ce prix-là, alors qu'au final, c'était peut-être le bon prix, mais tu mets un peu moins cher. Tu fais des offres de fondation, des choses comme ça que je pense que c'est des trucs que je referais pas si je devais ouvrir une autre box dans les années qui viennent. Mais voilà, en même temps, tu fais ça et une fois que ça commence à fonctionner, t'es un peu plus serein pour faire des trucs un peu plus peut-être réfléchis et moins sous l'émotion du stress ou des choses comme ça, quoi. Mais après, moi, la différence du coup, c'est nous quand on a ouvert avec Kako, c'était notre seul gagne-pain. Donc si en gros la salle marchait pas et qu'on gagnait zéro argent, on gagnait. Tu mangeais des cacahuètes. Exactement. Donc, et encore des cacahuètes, des pâtes, quoi. Ouais, donc voilà, donc c'est forcément c'est différent. T'as quand même la tête dans le guidon, comme dit Flo. T'es obligé de coacher parce que on n'avait pas de coach. On a commencé, on coachait que Kako et moi. Donc tu coaches toutes les heures. Encore, nous, on a la chance d'être deux. Il y a beaucoup d'honneurs, je pense, qui ouvrent tout seul. Donc on était quand même deux. Donc tu peux te partager les heures et du coup, quand l'autre coach pas, il peut s'occuper un peu de l'administratif, ménage, toutes ces conneries là. Plus essayer de développer la salle. Et je rejoins Flo. C'est ce qui est le plus compliqué. C'est souvent d'avoir les double, triple, voire même quadruple casquette, c'est ça qui est pas évident parce que tu peux vite être dans une routine pas bonne, tu vois. Et du coup, tu développes plus la salle, juste tu survis un peu au truc, quoi. Donc là, on fait un peu l'état des lieux, un peu de votre démarrage et un petit peu des craintes, des stress comme ça. Mais pour vous, quel est l'aspect le plus sous-estimé quand on ouvre une salle? Là, avec du recul, vous vous êtes dit, ok, en fait, c'est vraiment, j'aurais dû vraiment changer ça direct. Ou alors à refaire, je le ferais différemment. Qu'est-ce qui est le plus sous-estimé? S'adresser à la clientèle. T'inquiète, du mal avec on va y arriver, t'inquiète. S'adresser, trouver les bons mots pour faire venir les prospects. Le relationnel? En fait, on a tendance à vouloir parler comme on veut qu'on nous parle. Sauf que la clientèle qu'on a besoin de faire venir, ils ont besoin d'être parlés d'une certaine façon. Et ça, on le sous-estime et on l'anticipe pas, ou mal, ou voire pas du tout, quoi. Ouais, même moi, je trouve, pour aller encore plus loin là-dedans, en fait, c'est déjà savoir à qui tu t'adresses. Parce que clairement, je sais pas, t'as une salle de CrossFit à 500 mètres de toi, peut-être qu'en fait la population va pas du tout être la même. Ouais. Tu vois, je pense que quand Flo a ouvert, forcément sa population. Tu parles de CrossFit base... Gun qui est juste à côté? Non, je sais pas compris. Quoi? Quand tu dis t'as une salle de CrossFit à 500 mètres? Non, c'était pour dans le principe où tu vois. Tu parlais des salles serrées avec les clients. Non, aussi, mais tu vois, par exemple, je pense que Flo, la population qu'il y a, ou la grande partie de la population, et comment ils s'adressent par le fait qu'ils aient beaucoup de compétiteurs, etc., ils ont pas la même population que nous, ce qu'on a. Oui. Donc on s'adresse, notre persona de base est pas le même. Et ça n'empêche pas que les deux salles peuvent marcher super bien et tout ça, quoi.
Tu penses que tu es un petit peu aussi dans ce rôle-là? Parce que moi, j'ai cette impression qu'il y a plus de compétiteurs quand même, tu vois, dans la salle de Jeunesse. Mais c'est quand même, on a plein de personnes, en fait, des fois, ils arrivent et ils savent même pas ce que c'est la compète. Ouais, je pense qu'on a même, en vrai, je pense, sur les 2 dernières années, tous les nouveaux qui sont arrivés, je pense qu'ils me connaissent pas, ils connaissent pas Kako. Ils savent même pas que CrossFit Jonas a fait les games, ils savent même pas ce que c'est les games. Donc en vrai, je suis pas sûr que ça joue vraiment. Quand on a ouvert, je pense que ça a joué parce que t'as quand même une renommée entre guillemets dans la région. Donc les gens qui connaissent déjà le CrossFit, tu peux les attirer en fonction de ce que tu proposes aussi. Ça dépend de ce que tu proposes, mais moi, pour revenir à ta question, je pense le plus important, c'est vraiment quand tu ouvres d'avoir un vrai projet. Et pas juste dire j'ouvre une salle parce que c'est cool d'avoir une salle de CrossFit ou quoi, mais d'avoir un vrai projet, de se dire pourquoi j'ouvre une salle? Est-ce que j'ouvre parce que j'ai envie d'accompagner des gens? Est-ce que j'ai envie d'ouvrir juste pour donner accès à des gens de s'entraîner comme ils veulent? Je pense pour moi c'est le plus important d'avoir une vraie vision et de s'y tenir quoi. Parce que souvent, en tout cas c'est le problème que je vois avec beaucoup d'honneurs, c'est ils ouvrent et après en fait ils ont pas vraiment de vision. Et en fait il y a un adhérent qui va venir et dire tiens on peut faire ça, ouais vas-y on peut faire ça, et puis en fait c'est un peu l'anarchie et il n'y a pas de règles entre guillemets, il y a pas plutôt que de donner la direction. Il n'y a pas une direction donnée par la direction justement, et du coup c'est un peu n'importe quoi dans la salle. Et tôt ou tard c'est je pense des projets qui c'est compliqué à gérer après donc je pense que c'est vraiment pour moi le plus important, c'est d'avoir une vraie vision quand on ouvre de qu'est-ce que je veux faire de ma salle quoi. Ok, là on soulève un petit peu on soulève dans un premier temps les problématiques. Après, vous donnerez des conseils justement comment vous avez un peu switché pour améliorer tout ça et donner des clés, parce que forcément, si vous écoutez le podcast, l'objectif c'est aussi que ce soit constructif pour vous et pas que juste on consomme et qu'on se dise c'est vrai, il y a des problèmes, mais pas de solution. donc voilà pour ça. Juste avant un peu de passer sur la thématique, on va dire numéro 2, vous, à votre avis, je pense que ça va relier un petit peu peut-être à ces démarrages, tu vois, avec ce que tu viens de dire, la création de projet. Mais pourquoi il y a beaucoup de box qui ferment en France? Pourquoi du coup on a parlé un peu de... Après, je pense que c'est nouveau quand même. Moi, j'ai l'impression que à 2012, quand les premières salles, ou 2011 même, les premières salles ouvertes, à 2000, peut-être jusqu'au Covid, il y avait que beaucoup d'ouvertures, mais peu de fermetures ou peu de salles qui se revendaient même. Alors que maintenant, j'ai l'impression que quand je vais sur le groupe des honneurs, il y a des reventes de salles ou des fermetures toutes les semaines. Et vous pensez que c'est dû à quoi? De ce que moi j'ai un peu l'impression, après Flo, toi qui est aussi là depuis longtemps, je pense que tu as peut-être un autre avis ou le même, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'anciens honneurs qui en fait soit ont perdu le goût, tu vois, ils avaient des rêves ou ils avaient des objectifs au départ, et en fait le temps est passé, et soit justement par rapport à ça, où ils avaient peut-être pas la vraie vision, ils avaient pas ce qu'il fallait, ils attendaient quelque chose, et en fait ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, et ils vont sur d'autres projets du coup quoi. Une perte d'objectif un peu, c'est exactement ça. Moi je perte de motivation, d'objectif. Et puis après alors est-ce que vraiment ceux qui vendent leur salle, est-ce que c'est parce que ça ne fonctionne pas et du coup ils ont envie de sortir un peu de ce cercle un peu négatif et dû partir sur un autre projet, ou est-ce que ça marche et du coup ils se disent là j'en profite maintenant de vendre parce que peut-être qu'ils ont une vision comme quoi dans 2-3 ans ou plus ça va moins marcher le CrossFit, je sais pas, mais ouais, je pense qu'il y a ce que dit Flo, je suis d'accord, je pense qu'il y a cette vision qui peut-être ils avaient des attentes de se dire je vais ouvrir, ça va être entre guillemets simple d'ouvrir une salle et que ça fonctionne pour en vivre, alors qu'en fait c'est déjà c'est pas si simple, c'est prenant. Et si t'as pas un vrai projet autour, tu peux vite te retrouver à faire 50 heures par semaine et puis toucher 1 000 euros par mois quoi. Donc, du coup, forcément sur le long terme tu peux pas. Ça rebondit un petit peu avec la question que je vais vous poser pour clore ce terme. Après on va avancer un peu sur le côté financier, tout ça, mais en gros, est-ce qu'il vaut mieux être un bon coach ou un bon entrepreneur pour ouvrir une salle? On répond chacun notre tour. Vas-y, juste parle chacun notre tour sans se concerter. Ou vous pouvez répondre en même temps. Ouais. Vas-y, on dit coach ou entrepreneur, vas-y. 1, 2, 3. Entrepreneur. Moi je suis quand même les deux. Alors, moi j'ai la vision quand même de coach, je pense. Moi je trouve, tu vois, pour faire un exemple simple, imagine tu prends Apple. Apple, ils sont bons parce qu'ils savent communiquer, tout ça. Leurs produits c'est de la merde, forcément ils gagneront pas un pet. S'ils ont des super bons produits, mais que derrière t'as pas la com et t'as pas ce qu'il faut, combien t'as de super bons produits qui est jamais sorti ou qui a jamais vu le jour parce que le produit est pourri. Là en fait le coach pour moi c'est un peu ce qui délivre le produit. Donc en fait si ton coach est nul, t'as beau faire la meilleure com du monde que tu veux, ça va marcher au début. T'aurais pas de rétention quoi. Mais t'auras beaucoup de gens qui vont venir, mais ils vont se blesser et voilà. Ouais. Donc si on devait peser un peu dans la balance, c'est quoi? En pourcentage, c'est
faut être plus 80% entrepreneur et 20% coach? Bah, moi, je pense que si tu veux vraiment voir une salle et en vivre toi, machin, je pense que si tu es un bon coach, même si t'es pas très bon communicant, etc., je pense que le réseau se fait vite autour de chez toi quand même, et tu peux attirer le minimum pour pouvoir vivre. Tu vois. Après, si tu veux développer vraiment ta salle ou voir même voir une deuxième, une troisième, bah là, tu as besoin de la casquette entrepreneur plus. Quoi. Moi, je vois plus ça comme ça. Je te sens un peu hésitant. Ouais, bah, mon avis, c'est que si on prend notre exemple avec CrossFit Démon, on a mis des coachs, je pense, compétents. C'est peut-être pas les meilleurs, c'est pas les plus nuls, loin de là. Et si tu laissais le bateau tout seul. Ouais, après, je trouve ce qui est plus compliqué, vous, c'est que les coachs que vous avez en place, c'était pas les gérants aussi. Ouais, donc l'implication n'est pas la même non plus, tu vois. Forcément, c'est là où je voulais rebondir. Je trouve que c'est pas évident quand t'as un coach qui, bon, en fait, ça marche pas pour lui. Bah, c'est pas que c'est pareil, parce que bon, j'espère qu'il est impliqué quand même un minimum, mais c'est quand même pas sa société, c'est pas donc. Mais la preuve que il coach bien, mais s'il n'y a pas tout autour le système de prospection, le système de vente qui fait venir les gens, bah en fait il a beau être le meilleur coach, ça suffit pas à faire venir les gens et les faire rester. Ouais, ça va ensemble en fait. Bah, je pense ça va ensemble. Le produit de CrossFit, il est top, il fidélise les gens, la communauté, les coachs, bah, t'encadres bien, ils vivent une super expérience, mais si t'arrives pas à les faire venir chez toi, ouais, je suis d'accord, mais ça fonctionne pas. Moi j'ai l'impression quand même que maintenant avec la notoriété de CrossFit, on va dire, il y a quand même des gens qui viennent régulièrement sans qu'on ait besoin de faire une pub de ouf. Enfin, en tout cas, moi je me considère pas comme très bon dans le côté com, marketing, etc. Et je pense avec Kako, les progrès qu'on a à faire, c'est sûrement là-dessus. Mais on a quand même des gens régulièrement qui viennent sans qu'on ait besoin de faire grand-chose. Juste parce qu'on a des gens de base. Tu habites à Jonas. Messieurs. Ouais, mais Jonas, c'est pas très grand. Enfin, on n'est pas dans Lyon, tu vois. On est en train de dériver sur la thématique numéro 2. Pardon, je vous propose qu'on passe à l'avance. Juste pour faire un dernier point, je pense que pour ouvrir une salle, t'as pas besoin d'être un bon coach. Par contre, t'as besoin d'avoir un bon coach. Ouais. C'est-à-dire que le gérant, il peut être nul. Tu vois, moi, clairement, demain, on arrête tout, je peux ouvrir une salle. Bah, c'est juste qu'il faut que j'embauche un bon coach et que le mec délivre super bien le produit. Ouais, carrément. Mais par contre, si ton gérant, c'est lui qui est coach, bah forcément, faut qu'il ait les deux, quoi. Ouais, c'est sûr. Parfait, messieurs. On va passer à la thématique numéro 2. Donc, on passe à la thématique numéro 2. Thématique numéro 2, assez simple. On va parler un peu de l'acquisition client et de la fidélisation des clients. J'ai du mal à parler en ce moment. C'est un peu compliqué pour moi. Il va falloir faire d'autres cours d'orthophoniste. Et donc, en fait, vous commenciez un petit peu à en parler. On parlait du côté juste bouche à oreille. Donc, s'il y a un bon coach, il va amener un peu la méthodologie sur le bouche-oreille parce qu'il va bien coacher une personne qui va en parler, etc. Mais je pense que ça a ses limites et que le développement marketing aujourd'hui, il a besoin d'être plus important. Je sais que dernièrement, vous en avez beaucoup plus développé sur CrossFit Démon. Je suis pas sûr qu'on en ait trop développé encore à Jonas. Non. Tu me diras un petit peu ça. Moi, j'aimerais savoir en fait à quel moment vous vous êtes rendu compte que fallait changer quelque chose sur ce côté marketing. Qu'est-ce qui vous a en gros Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que ça suffisait pas en termes de bah, tu parlais de personnes qui ouvrent les portes de la boxe, qui viennent. À quel moment vous vous êtes dit là, faut qu'on fasse quelque chose? Bah, quand on voyait le nombre d'adhérents qui baissait, quoi. C'était après Covid. Donc les gens étaient beaucoup plus réticents à venir à la salle de sport. Mais ceux qu'on avait, le turnover se faisait, mais il y avait personne qui remplaçait, quoi. Il y avait personne qui venait à la salle, quoi. On avait beau faire ce qu'on pensait être juste, quoi. Mais ouais, personne venait, donc le nombre d'adhérents baissait, le chiffre d'affaires baissait, c'était devenu Là, vous avez rebondi comment, du coup? Bah, je pense c'est comme dans tous les milieux, en fait. Quand il y a un truc qui pêche, bah, tu te formes. Et quand tu te formes, bah, t'appliques. Et quand vous êtes allé chercher, du coup, une formation marketing pure où il y avait vraiment un truc un peu global Bon, après, c'était plus global, mais oui, de toute façon, c'est basé sur le marketing. En gros, faire venir des adhérents et vendre derrière les abonnements, quoi. Pour faire simple, c'était le développement commercial de la salle, en allant de la prospection à la vente jusqu'à la vente et la fidélisation du client. Et du coup, mon Flo, on est encore sur le bouche à oreille ou il y a des petits trucs qui sont... Si, on a fait des actions, mais je pense rien à voir avec ce que vous avez pu faire, je pense. Après nous, on a fait des actions pub, toi, dans le magasin de Carrefour à Jonas, on a une petite vidéo qu'on a tournée et qui passe en boucle sur les télés. On a un 4x3 à Chassieux, je crois, sur la route. Enfin, des pubs comme ça, des actions qu'on a pu faire, mais on n'a pas mis en place, en tout cas, des vrais process. Je pense que c'est peut-être plus ça que vous avez mis en place, des vrais process
de prospection et de fidéliser, enfin pas de fidéliser, de faire signer les gens après leur essai, etc. Ça, je pense que c'est des trucs qu'on n'a pas mis en place encore. Alors après, il y a des raisons. Je pense que nous, actuellement, on a un fonctionnement où on est à peu près 350, je pense, dans la salle, en abonnement, je parle, sans carnet, sans rien, vraiment en abonnement pur. Et en vrai, on est déjà, tu le vois le soir et le midi, on est déjà, en fait, si on a plus de gens, après, c'est un cercle, je trouve, les salles de CrossFit, c'est un cercle un peu vicieux qui peuvent se mettre en place, que si t'es plus, soit tu te dis, je fais des cours à plus, soit je prends un autre coach. Si tu prends un autre coach, en fait, il ne faut pas juste 5 ou 10 clients de plus, il t'en faut vraiment plus. Tu baisses ta renta. Donc, en fait, tu peux vite te retrouver à te dire, juste avoir des clients en plus, c'est pas non plus forcément l'idéal. Vous êtes un peu en recherche de solutions Non, je pense que, moi, dans notre modèle, toi, on parlait de vision au début, je pense avec Kako, notre modèle, nous, on a ouvert une salle, c'est pour vraiment essayer de s'occuper des gens qui sont dans la salle le mieux possible. Donc de les coacher, de les accompagner. C'est pour ça qu'on en parlera peut-être après, mais notamment le free, nous on l'autorise pas parce que moi je vois pas l'intérêt du free, tu vois. Pour moi, dans une salle de CrossFit, en tout cas, je vois pas l'intérêt. Après, pour certaines personnes, pourquoi pas, mais en tout cas, sur le global. Et du coup, si on veut les mettre dans les cours, les gens, à un moment donné, on est limité en nombre. On peut pas, à moins qu'on trouve une salle de 2000 mètres carrés, mais voilà, on va pas pousser les murs. Donc là, actuellement, on est dans, je pense, une fourchette de personnes, aller peut-être jusqu'à 400, on pourrait, tu vois, on pourrait s'en sortir, etc. Mais en tout cas, on n'est pas dans un objectif de se dire on doit aller à 600, 700 adhérents pour pouvoir évoluer. C'est pas notre objectif. Et voilà, je pense que... Donc après, ça dépend des salles. Ça dépend de ce que tu veux faire à la base, je pense. Pour rebondir un peu, vous qui avez eu on peut appeler ça un petit down, et vous avez réagi en vous formant. Qu'est-ce que, on va dire, sans détailler tout le plan que vous avez mis en place, mais quelle est la première chose que vous avez vraiment changé pour faire venir les personnes et faire parler de votre salle, quoi? Nous, clairement, c'est la partie pub sponsorisée sur les réseaux sociaux. C'est le truc, en gros, qui a fait que on a eu beaucoup plus de demandes. Après, par contre, t'as intérêt d'être présent derrière parce que tu dois t'amuser à appeler tous les clients. Et puis En fait, il y a beaucoup de gens qui te contactent, mais après, il faut les rappeler, etc. Exactement, ouais. Ouais, c'est pas le truc. C'est pas la personne, elle vient à la box, elle toque. Elle toque, prend un abonnement. Il y a du travail derrière et tout. Donc forcément, il y a toute cette partie-là. Mais par contre, nous, c'est le truc, je pense, au départ, en tout cas, qui a fait qu'on a eu beaucoup plus de monde à la salle. Tu vois, c'était la prochaine question un peu justement sur est-ce que justement la pub en ligne, tout ce qui est, ils appellent ça les Google Ads, tout ça, est-ce que sur la mise en place ça a été compliqué ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, parce que faut pas oublier que ce podcast il s'adresse aussi à des personnes qui vont créer des boîtes, des trucs comme ça. Est-ce que c'est des choses qui sont, pour prendre un peu la bonne direction, qui sont compliquées, ou est-ce qu'il y a juste comment vous le conseilleriez pour le mettre en place? Après, là, on rentre vraiment dans un gros projet, parce qu'en gros, c'est vraiment de la communication. Donc, je pense que c'est simple à faire quand t'as les bases et quand t'as le process. Parce que clairement, nous, on avait essayé d'en faire nous-mêmes des pubs. En fait, t'as rien et tu dis, non, en fait, c'est que ça marche pas dans mon secteur. Ouais, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que tu communiques mal, quoi. Ouais. Faut savoir leur parler. On a parlé un petit peu, donc faire venir les gens à la salle sur ce côté un peu marketing. Je pense que l'autre chose un petit peu qu'on peut développer, c'est comment garder les clients sur le long terme. Donc moi j'aimerais un petit peu que vous donniez les clés. Quelle est votre vision par rapport à ça pour justement fidéliser et permettre en fait d'avoir un client qui reste sur 1, 2, 3, 4, 5 ans plutôt qu'il fasse 2 mois et qu'au bout de 2 mois il s'en aille. Qui veut se lancer? Mon Flowfit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de possibilités, je pense. Et puis ça dépend, je pense, de la région où t'es, de le public que t'as attiré aussi. Je pense qu'il y a plein de choses. Après, déjà, juste dans les formules déjà d'abonnement que tu proposes, déjà, il y a forcément, tu peux mettre en place des choses qui soit les engagent sur par exemple 1 an, pourquoi pas. Après nous, ça c'est des choses que personnellement on fait pas, par exemple on n'a pas d'engagement, mais du coup de enlever l'engagement, ça nous a permis aussi d'augmenter un peu les tarifs de l'abonnement. Donc après c'est à voir, ça je pense c'est des choses à faire en fonction de où t'en es dans la salle, qu'est-ce que tu veux faire. Je pense c'est vraiment des choix précis dur on peut pas dire il faut faire ça à tout prix, tu vois. Je pense pas qu'il y ait de règles, parce que tu vois l'engagement, c'est un truc, tu sais que ta personne elle reste pendant 1 an. Mais tu sais que derrière les 1 an, peut-être que ça va lui donner une date en se disant je m'arrête là. Oui, alors que s'il n'a pas d'engagement, il se dit allez, je peux partir le mois prochain, je peux partir le mois d'après. Et du coup, il n'y a pas de... Non, après, autant elle va rester plus longtemps. Ouais, exactement. Tu peux mettre des préavis en place de X mois. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses déjà
que tu peux faire vraiment. Ça, c'est les contraintes, ça. Ouais. C'est pas les motiver à rester, c'est les non, contraintes. Non, mais au moins, tu as quand même une vision. Enfin, la personne, si elle te dit, je veux partir et elle part le jour même, mine de rien, toi, ça te fait une personne de moins tout de suite. Si elle a 1 mois, 2 mois de préavis, ça te laisse, je trouve, le temps de trouver d'autres personnes qui viennent et que ça fasse un peu cet effet. Et n'hésitez pas, si vous écoutez ce podcast ou si vous le regardez sur YouTube, je vous rappelle bien sûr qu'il est dispo sur Spotify, à mettre un peu votre expérience par rapport à ça, parce que je sais que des fois on se sent un peu pris en étau par le préavis ou l'engagement sur 1 an. N'hésitez pas à nous mettre ces petits retours personnels en tant que client et pourquoi pas en tant que gérant si vous avez d'autres business avec de l'engagement, des choses comme ça. Et du coup, donc je fais un peu la passe D pour vous. Qu'est-ce que vous pensez un peu, on va dire la première chose un petit peu à mettre en place pour fidéliser. Après, on parlera bien sûr de la communauté, de l'ambiance qui est dans le CrossFit. Mais qu'est-ce qui, pour vous, est un peu primordial? Après, pour moi, déjà, le truc de base à faire, c'est délivrer le produit, en fait, du pourquoi ils sont venus. Exactement. Et si tu as promis, je sais pas, que la personne, son but, c'était de perdre du poids, si ça fait 1 an qu'elle a pas perdu un pet de gras... c'est peut-être qu'elle va partir, quoi. Après, ou si elle vient pour les performances, ou si elle vient pour la mobilité, et que le mec il est toujours raide comme un bâton au bout d'1 an. Donc pour moi déjà, ça c'est la base à avoir pour que la personne reste. Là, je suis d'accord, mais du coup ça demande aussi, quand la personne vient, de lui demander pourquoi elle vient. Vraiment, clairement. Et ça, je pense que, je pense en vrai, dans 90% des box, même peut-être plus, les gens viennent, mais je suis pas sûr que les gens prennent le temps d'avoir soit cette discussion, soit un doc à remplir ou quelque chose où tu sais pourquoi la personne est venue et quel objectif elle a. Donc ça peut être un bon axe justement de... je pense que c'est même ultra important. Au moment de la vente, avoir ce truc de quel est ton objectif, je trouve quel est passé sportif. Exactement. Déjà la personne se sent écoutée. Même sans le retenir à 100% et d'afficher un suivi, rien que le fait de le croiser plusieurs fois dans la semaine, lui demander comment ça va, comment il se sent à la boxe, rien que de discuter. Pas forcément du haut de son score ou juste de voir comment il se sent, est-ce qu'il se sent mieux, est-ce qu'il a perdu du poids. Juste à faire une conversation, il va peut-être se rappeler des objectifs, toi tu vas t'en rappeler, tu vas échanger avec ça, il va se sentir considéré, écouté, il va se dire ils sont là pour moi en fait. Exactement. C'est bien. Je veux pas un petit peu saucer le CrossFit, mais je trouve que par rapport aux cours qu'on peut donner dans les salles de fitness où ça fait vraiment usine, tu viens, tu fais tes 45 minutes de body pump, tu pars, tu vas au vestiaire, basta. Où il y a, moi je l'ai fait pendant des années, tu échanges avec 1 ou 2 personnes, mais quand tu as 40 personnes dans la salle, t'as jamais ces discussions avec tout le monde, donc c'est pas faisable. Je pense que tu peux toujours le faire avec les habitués, mais avec la masse c'est pas possible. Par contre en CrossFit on a cette chance d'avoir cette proximité qui permet justement ce que tu dis là, de discuter du WOD, discuter un petit peu de l'objectif, où est-ce que ça va en ce moment. Donc je pense qu'il y a quand même cette méthode où faut quand même y croire un maximum, quoi. Le CrossFit, c'est l'avantage du CrossFit, c'est pour ça que ça, je pense, a marché pendant longtemps, c'est que le côté social avait un grand rôle, et les gens du coup s'y retrouvaient aussi. Il y a beaucoup de gens de salles de fitness qui venaient dans les salles de CrossFit pour retrouver un peu cet esprit-là, plutôt que juste aller faire son sport, revenir et avoir parlé à presque personne. Donc ça, c'est un grand rôle, mais il faut capitaliser un peu là-dessus, je pense, quand on est honneur de salle, et organiser des événements, faire des choses où les adhérents puissent échanger. Donc après, il y a plein de choses à mettre en place. Moi, je prends l'exemple de ce qu'on a fait, par exemple, dans les cours. On a mis 10 minutes entre les cours, nous, par exemple, ce qui permet aux gens, quand ils finissent leur cours, de pas, déjà, ils se font pas virer tout de suite de l'espace WOD pour que le cours d'après vienne, etc. Pas balayer. Ouais, mais enfin, toi, ça, c'est des choses que, avec l'expérience qu'on faisait avant. Voilà, le coach, il a le temps de discuter avec les gens qui viennent de finir le WOD. Est-ce que c'est bien passé? Bravo, féliciter, etc. Et les gens échangent avec le cours d'après qui arrive, ils peuvent échanger, ils discutent du WOD, c'était dur, machin. Et tout ce côté-là, mine de rien, je trouve ça fait vivre la salle, et les gens, du coup, se font des potes, restent plus, forcément, s'ils ont des amis à la salle. C'est obligatoire. Je trouve que c'est bien avec ce que tu dis, c'est qu'en gros, on voit que c'est des petites actions, ça paraît insignifiant, tu vois, ça paraît vraiment bête, et tu dis, oui. Mais en fait, combien de gens le font? Combien de honneurs réellement le font, pareil, et l'appliquent et le mettent en place? Mais après, tu vois, nous, de mettre, d'enlever 10 minutes entre chaque créneau, ça nous fait perdre un créneau dans l'après-midi, par exemple. Ouais. Après, c'est un choix à faire, c'est toujours pareil. Est-ce que du coup, t'enlèves un créneau, t'as moins de place pour les gens, mais t'as ce côté-là aussi qui est quand même important. Je pense que c'est des choix à faire. Voilà, c'est à tester en tout cas. Je pense que ça vaut le coup d'être testé. Et pour moi, c'est
on le faisait pas au début et ça a quand même bien changé, même pour les coachs. Je sais pas si toi je pense que tu peux en parler, mais c'est quand même agréable pour un coach d'avoir 10 minutes entre 2 sessions, même pour lui, hein, d'aller pisser un coup, d'aller boire un coup. Il peut y avoir aussi ce côté social aussi avec les adhérents. Quand il coach 2 heures d'affilée, il peut discuter avec les 2 groupes. Je crois que c'est même cool, les gens entre eux. Bon, après, c'est quand même cool parce que t'as ce côté où ceux qui vont faire le WOD viennent prendre un peu la température et tout. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Et je voulais rebondir sur un truc, ça m'est sorti de la tête, désolé. Mais pour un petit peu clore un peu ce thème, je pense que l'aspect communautaire fait une grosse part de la fidélisation. Si on sort un petit peu de tout cet aspect, la mise en place du financier dans l'abonnement ou la liberté de l'abonnement. Est-ce qu'il y a des événements en interne pour vous qui marchent un petit peu mieux en termes de fidélisation que d'autres? Bon, alors là, après, nous, on essaie de faire un événement tous les, allez, je dirais, peut-être 2 mois. Mais après, franchement, je suis pas sûr qu'il y en ait qui marchent plus que d'autres. Du moment que tu fais des événements, déjà, je pense, il y en a, ils vont aimer plus un, l'autre plus l'autre. L'idée, c'est de faire des trucs un peu variés. Je pense juste venir proposer un WOD, tout le monde s'entraîne ensemble et après, il y a un petit apéritif. Je pense des trucs très simples, c'est ce qui marche le mieux souvent. Et c'est souvent ce qui marche le mieux. Enfin, toi, nous, on avait discuté des fois où tu veux faire des trucs un peu plus poussés et au final, tu dis aux gens, pour participer, il faudrait payer genre 10 balles ou quoi et ça va être plus mal pris que si tu leur dis, ramenez-vous votre bouffe et votre boisson. Alors qu'en fait, du coup, ils payent une limite plus cher et ils ont rien du tout. Mais au final, ça marche mieux que ça soit plus simple, tu vois. Des événements où tout le monde peut être mis en avant. Exactement. Pas forcément que les meilleures performances. Ouais, exactement. Tout le monde à sa place. Et puis, essayer de mélanger un peu tout ça. Souvent, c'est ça qui est pas évident, des fois. C'est ceux qui performent, il y a des groupes qui se créent forcément. Je pense que ça, c'est logique et tu peux pas y faire grand-chose, à mon avis. Mais par contre, dans les événements, c'est facile pour, je pense, un honneur d'organiser des trucs où les gens puissent échanger avec des gens qui voient pas, peut-être même qui s'entraînent pas du tout aux mêmes horaires, des choses comme ça, quoi. Donc, je sais pas, des compètes internes, des petits, juste un WOD le matin et à midi tu manges ensemble. Ouais, un benchmark le matin. Voilà, exactement. Des trucs simples. Tout le monde participe, tu prends en photo juste le fait de réunir et de montrer en fait que tu les écoutes et que tu vois, t'es présent pour eux et que t'es là. Exactement. C'est ce qui fait que ça marche, quoi. Ok. On va passer un petit peu à la suite. La thématique suivante, elle va être assez simple. On va parler un petit peu de la gestion financière, de la rentabilité de la salle. Donc là, ça va être plus l'aspect un peu technique. Quand on ouvre la salle, combien de mètres carrés on prend, qu'est-ce que vous conseillez en termes d'abonnement. Enfin, toutes ces choses un petit peu, on va dire, qui sont ultra importantes. Et des fois qu'on néglige parce qu'on sait pas faire ou tu disais tout à l'heure un peu on hésite au démarrage, mais en fait on se rend compte qu'il faut mettre peut-être plus cher. Donc l'idée c'est de discuter un petit peu de tout ça. Pour commencer, on va juste parler un petit peu du choix de la salle. Donc on avait échangé un petit peu sur la thématique. Tu m'as dit que ce serait bien de comprendre s'il vaut mieux avoir une petite salle ou une grosse salle en termes de mètres carrés, tout ça. Comment réfléchir à quel lieu on prend. Est-ce que vous avez des astuces à donner? On parlera un petit peu après, ce sera le prochain thème de Fit and Rack où vous équipez justement les salles. Qu'est-ce que vous voyez qui marche le mieux pour avoir le contact avec beaucoup de salles? Clairement, pour moi, tout peut marcher. C'est juste qu'en fait, de base, quand tu fais ton business, faut le mettre en avant. Tu vois, quelqu'un qui a une petite salle de 20 mètres carrés, qui met les mêmes prix d'abo qu'une salle qui en fait 1000, qui va avoir 10 fois plus de personnes, forcément, tu vois qu'il va y avoir une couille dans le pâté, quoi. Ça va pas marcher. Du coup, en fait, il faut montrer que plus t'es petit, plus t'es premium, et plus par contre, t'es obligé d'avoir de la qualité, d'avoir du coaching de fou. Mais par contre, ça peut aussi bien marcher, voire même mieux marcher qu'une grande salle où tu brasses du monde, où on va dire, il y en a qui sont beaucoup moins qualitatifs. Mais pour moi, il n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est juste qu'au départ, en tout cas, quand tu vois ton local et quand tu vois les possibilités de ton local, par contre, il faut que tu sois clair avec ce que tu veux faire. Il faut vraiment que tu mettes les chiffres en face et que tu dis. Je pense qu'on en revient toujours au même. Dès le début, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu as une vision de se dire, moi, je veux vraiment faire du coaching de qualité, un truc nickel, et que tu ouvres un truc de 2000 mètres carrés et qui a 800 adhérents, en vrai, c'est impossible de connaître tes adhérents. Tu peux pas. Forcément, ta qualité va forcément baisser un peu. C'est obligatoire. Donc, moins tu as d'adhérents, plus ils payent cher, plus tu vas leur proposer un truc de qualité. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, dans nos clients, on a plein d'exemples. On a une salle de 100 mètres carrés qui est ultra rentable, et puis on a des salles de 800 mètres carrés et ils se payent au SMIC depuis. Non, mais c'est sûr, je pense qu'il n'y a pas de vérité, je suis d'accord. Après, ce qui est quand même important, je pense, c'est le lieu où tu ouvres.
bah mine de rien, ça a quand même son importance. Il faut quand même qu'il y ait du monde qui puisse venir. Si tu es dans une campagne profonde et qu'il y a 500 habitants dans le village, bah c'est sûr que c'est peut-être plus compliqué. Ou alors faut voir un autre modèle. Oui, il faut que ça. Voilà. Pour moi, c'est plus ça parce que tu vois, nous, Dommartin, où on est, donc c'est vraiment à l'extérieur de Lyon. Et en fait, c'est ce qu'on se disait. On disait, bah en fait, c'est qu'on est loin, c'est qu'on a la campagne, machin. Ouais. En fait, quand on voit maintenant, on a plus d'adhérents que certaines box en plein Lyon. En fait, c'est juste que je pense ta méthode de communication, parce que aussi, bah, tu payes forcément ton loyer moins cher, donc tes charges sont moins chères, donc tu as besoin de moins de monde. Donc je pense que c'est vraiment que, comme on dit, c'est que tu dois vraiment adapter à ta zone où t'es, et peut-être que, bah, je sais pas, de la com sur Facebook, ça va mieux marcher à certains endroits. Peut-être que l'autre, ça va être un truc tout bête, mais peut-être que c'est des flyers ou de faire des événements. Quoi. Dans les commerces du coin. Les commerces du coin, exactement. Donc je pense en gros, dans l'étude de marché, en gros, le conseil qu'on pourrait donner, c'est la première chose, c'est vraiment d'étudier la zone pour savoir, entre guillemets, la grosseur de la salle, si on part plus sur un gros local. Et après, du coup, bah, par rapport à cette communication, étudier, ok, qu'est-ce qui marche dans le village, peut-être voir comment les autres communiquent, faire un petit peu, se caler un peu sur le même modèle, quoi. Et puis voir ton audience. Parce que tu vois, je pense que les salles dans Lyon, elles ont plus tendance à parler à un public jeune, peut-être un peu plus des étudiants, tout ça, alors que nous, c'est des mères, des pères de famille. Et du coup, bah, t'as pas la même communication, t'as pas les mêmes réseaux de communication. T'as pas les mêmes objectifs, t'as pas les mêmes... Quelqu'un qui va avoir beaucoup d'étudiants, bah, peut-être va falloir qu'il parle sur TikTok, etc. Nous, tu parles sur TikTok, on sait que bah, c'est pas les personnes qui sont dans notre zone. Okay, ouais. Donc même ton moyen de communication et ton canal de communication... L'étude de marché va être vraiment primordiale, il faut pas la négliger, quoi. Clairement. La première chose qu'on pourrait dire. Pour rester un petit peu dans le choix de la salle et du local, si on devait parler un petit peu... parce que je pense qu'on l'oublie souvent, mais tout ce qui est vestiaire, parking, on va dire les choses les plus propreté, donc ménage, tout ça, tout ce qui sort un petit peu de juste le coaching, le CrossFit. Quels sont vos conseils? Parce que on voit de tout, il y a des tout petits vestiaires où les gens limite se douchent pas là. On l'a beaucoup vu aux États-Unis d'ailleurs, moi ça m'a vraiment choqué. Là-bas il y a peu de sanitaires ou au pire t'as une douche vite fait, mais c'est vraiment à l'arrache. Les gens se douchent chez eux. Oula, désolé. Donc, qu'est-ce que vous conseillez par rapport à tout ça? Moi, je pense commence par le parking. Un cadre de qualité, quoi. Enfin, faut que tu offres un cadre de qualité. Les box de CrossFit en mode garage gym. Bah maintenant, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Ça a pu marcher au début parce qu'il y avait que ça. Il y avait que ça. Bah, et puis, avant, on s'adressait vraiment à un public, on va dire, confirmé là-dedans, qui était déjà sportif, qui voulait vraiment en découdre. Donc, c'était pas gênant d'être dans un truc un peu roots, quoi. Donc, tu es en train de dire que maintenant, on est un petit peu plus dans le luxe. Non, mais tu t'adresses à plus de personnes. Il y a plus de monde. Puis il y a plus de personnes, plus de salles concurrentes. Des publics différents. Faut te démarquer un peu. T'es aussi concurrencé par des salles de sport traditionnelles aussi. Quand tu vois que t'as des vestiaires nickel, que tout est nickel et tout, que l'abonnement il est 2 fois moins cher qu'une salle de CrossFit où il y en a, ils ont... Bah voilà, après, t'as pas de parking, les vestiaires sont dégueulasses et tout. Donc je pense que t'as un minimum d'entretien, un minimum de standing à avoir. Parce que t'as beau avoir le super coaching et tout. Si tu te mets au sol, ton t-shirt de blanc il passe à noir, que t'es dégueulasse et que... non, ça marche pas. Donc les critères, faut vraiment les élever. Il faut les élever. Même après, si tu as prévu une partie par rapport au prix, mais... Ça va venir juste après. Si tu veux être rentable, il faut un prix juste qui te permette de te payer toutes tes charges et tes amortissements. Mais si derrière, t'offres pas le service à la hauteur, ils vont pas rester. Il y aura un couac à un moment donné. Après, niveau parking, tu vois, autant nous, il nous en faut et on en a peut-être pas assez dans notre salle, maintenant. Et c'est vraiment un gros manque, nous, à la salle. Bon, après, on fait avec ce qu'on a et on essaye de développer des trucs. Autant, je pense, en plein Lyon, il n'y a pas forcément besoin, quoi. Avec, c'est sûr. Déplace tous en métro, tout ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, quand tu as une salle hors ville, tu es obligé d'avoir un minimum. Sinon, c'est parking. Même nous, on a quand même un parking qui est quand même pas mal et c'est quand même le bordel. C'est le bordel. Quand ils se croisent entre les cours, etc., c'est vite. Je pense que les 10 minutes dont tu parlais, ça peut aussi permettre aux gens de. Ouais, ceux qui partent. Les parkings, les vestiaires aussi. On a fait ça, on a décalé. Ceux qui arrivaient en retard, ils arrivent quand même toujours en retard, mais tu décales. Hein. Il n'y a pas de changement. Hein. Ils se disent, c'est bon, j'ai 10 minutes de plus. Ça va. Bref, on les connaît. Hein. On vous voit les gens toujours en retard. Bon, je parle pas trop, des fois j'en fais partie. Tu parlais un petit peu tout à l'heure des Globo Gym qui ont justement ce standing qui est très élevé parce que du coup il y a des vestiaires quali, il y a du matos quali, t'as des sociétés de ménage qui sont implantées de par la franchise ou le groupe, donc t'as des budgets entre guillemets, pas entre guillemets, mais qui sont sûrement plus élevés, des ressources financières plus élevées. Comment un peu se situer par rapport à eux, qui va être
on a parlé de Basic Fit, je crois, tu m'as dit, non? Non, t'as pas dit Basic Fit. Par exemple, Ça, des ça, Basic tu Fit fais qui même. arrivent et qui ont tout de suite un corner cross-training qui est assez implanté. Est-ce que c'est des concurrents directs en termes de matos, de lieux, ou pas du tout? Moi, je Je pense pense pas. ouais. Je pense pas parce que eux, ils font de la location d'emplacement et de matériel. Tandis que les salles de CrossFit, les salles d'entraînement fonctionnel, elles fournissent un service, tu vois. Coaching, un accompagnement. J'aimerais Non. bien. Bah, Mais on j'ai l'impression revient que un de peu à moins en moins. ouais, Mais c'est ça. c'est ce qu'il faudrait. Ouais, je suis d'accord avec vous. l'axe Ouais. par rapport à un Mais Basic en fait, Fit. moi, je me suis toujours posé la question de. Enfin, ça fait, je pense, depuis 13 ans que je suis dans le CrossFit. Je comprends pas les gens qui, justement, payent un abonnement CrossFit. Genre, je sais pas, maintenant, le prix moyen est peut-être 90 balles, un truc Oh comme ça. purée, tu vas parler du free. Oui, non, mais C'est ce que franchement, j'allais je comprends pas. Oui, mais c'est de la location. J'aimerais bien les gens qui fassent du free qui m'expliquent, mais pourquoi ils payent 90 balles pour aller dans une salle, louer le matos, faire le truc Ouais, et mais Bah, ressortir. en plus, c'est même pas Je du matos. comprends pas. Mais ça va changer. Tu vois, c'est pas des presses ou Bah, des trucs surtout à charge que- guidée. bah, non. Tu vois, c'est des barres et des Bah, poids. Quoi. Ils surtout pourraient que avoir maintenant, ça chez eux. surtout que maintenant, chez eux ou même ils vont, comme tu as dit, à Basic Fit. Maintenant, il y a des espaces fonctionnels training qui sont aussi gros que les salles de CrossFit presque et aussi bien équipés, voire même plus. Donc en fait, c'est quoi Enfin, je comprends pas. Et souvent, ces gens-là, ils ont un abonnement plus une prog à côté. En fait, ils payent 120, 130 balles par mois pour. Bah, c'est peut-être pour parce rien. que, pour moi, en fait, tu viens de tout dire. En fait, c'est que justement, peut-être que dans le CrossFit, il n'y a pas assez de coaching et ils font pas assez leur boulot de coaching Ouais, mais je pour me dis. alors, c'est ce qu'ils retenir des gens dans leur cours. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Mm. Pour moi, en fait, la plus-value des salles de CrossFit ou même des salles qui sont même peut-être plus affiliées, hein, mais en tout cas qui ont le standing de se dire j'offre du coaching, s'ils mettent pas le paquet là-dessus et qu'ils disent pas aux gens, bah en fait, venez, moi je vous accompagne et c'est pour ça que vous payez 90, 100 balles, 110 balles, peu importe le prix. S'il y a pas ça, franchement, je vois pas. Ouais, Moi, j'ai ils en une donnent autre, à tout le monde. Après, nous, si je prends l'exemple de CrossFit Démon, interprétation. on en récupère dans des salles où ils font de la location de matériel, ils s'entraînent. Mhm. Mais si je devais te donner un pourcentage, je pense que c'est 50-60% des personnes qui viennent chez nous, c'est pour quitter, fuir ces emplacements-là Ouais. et retrouver un cadre où ils sont coachés, ils sont dans Ok. des petits groupes. Alors, Et à encadré. votre avis, pourquoi du coup il y en a les gens qui sont là dans des salles de CrossFit et qui cherchent eux à sortir de ce cadre d'être coachés Mm. pour faire leur truc de leur Ouais, côté? je pense que c'est parce que le coach, en fait, il s'occupe peut-être plus des nouveaux adhérents. Et tu Ouais. vois, ceux qui commencent à avoir un certain niveau, en fait, ils évoluent plus du tout, ou pas assez vite à leur in, parce que justement, le coach, il dit, bah, c'est bon, il y a des toasts to bar, c'est faire des toasts. Tu vois, il va pas le Ah, challenger ok. là-dessus. Mm. Et je pense que Mm. si Ok. tu donnes à manger à tout le monde, Ouais, je suis d'accord. je pense on que les avait mecs fait ils vont se sentir. on avait fait justement un Fit Process Show sur le coaching et justement on parlait un petit peu de cet aspect. Je pense qu'on pourra refaire je pense il y a un gros débat à faire là-dessus sur le coaching et Bah, je pense qu'il y a. et arriver à niveler en fait en fonction de qui tu as en face de toi ton degré un petit peu d'implication. Mm. Automatiquement on se dit bah vas-y il est autonome, il sait faire, débrouille-toi et du coup tu Et perds un c'est petit ce peu mec ça. qui va. Mais C'est lui qui va partir. Mm. Ouais, c'est Mais- sûr. Mais en fait, moi, en tant que. Mais je pense juste, je Donne ta tempère un théorie. petit peu. Je pense qu'on va en parler un tout petit peu de ça, mais qu'après, peut-être, on pourra faire un autre épisode vraiment sur le coaching, donner des clés pour amener des choses à des personnes avancées et amener des choses simples en termes de, même, par exemple, de consignes sur des personnes débutantes. Mais je pense qu'on pourra Ouais. faire un autre truc. Après, si tu veux un peu Non, non, clore c'est juste ouais, le pour. sujet là-dessus. Enfin, même Après, il sans va pas- s'énerver, sans rentrer. Non, pas du tout. Non, mais en fait, je sais, je bride un petit peu parce que je sais que c'est un débat Retiens les chevaux, retiens les chevaux. éternel et que si on veut vraiment faire les choses structurées, Non, mais parce qu'en fait, moi, faut faire un c'est- épisode sur ça. C'est plutôt en parlant directement au honneur qui proposent ce qu'ils veulent dans leur salle au final. C'est eux les chefs et c'est eux qui proposent ce qu'ils veulent. Mais en fait, ce que j'ai du mal à voir, c'est leur vision sur le long terme de se dire, mais en fait, eux, je pense qu'ils sont persuadés que les gens qui font du free, bah, pour l'instant, dans leur tête, je me mets à leur place, c'est des gens qui payent un abonnement et en fait, tu t'en occupes pas, donc c'est tout bénef. Mais sur le long terme, je vois pas comment ces gens-là. T'as le retour de bâton. quoi. Bah ouais, à un moment donné, il y aura le retour de bâton. Et je sais pas s'ils pensent à ça ou pas, mais en tout cas, réfléchissez. Oula C'est quoi que t'as mis sur Instagram il y a pas longtemps là C'est Tu le mettras aussi. la téléportation. Vous m'avez compris. Voilà, le Guatemala. Réfléchissez. Voilà. Donc voilà, mais enfin, je sais pas, ça me paraît. C'est un concept que j'ai du mal encore à. Moi, ma petite théorie pour clore un peu ce débat, c'est que je pense qu'il y a aussi ce côté de dire t'as un standing plus élevé quand tu dis que tu t'entraînes dans une salle de CrossFit que quand tu vas juste aller t'entraîner dans le globo du coin où t'es un peu tout seul, tu fais pas partie d'une communauté. Alors là, tu dis, bah, je fais partie de CrossFit Démon, je fais partie de CrossFit Jeunesse et j'ai ce côté un petit peu prestigieux qui, aujourd'hui, mine de rien, les gens ont besoin d'avoir l'ego qui est nourri. Donc, en fait, tu rentres dans un truc où faut te dire que tu as une appartenance à quelque chose.
Même si tu vas toujours jamais. Pas conduire, mais t'es dans une Ferrari, t'es plus dans un Twingo, quoi. Même si tu vas jamais, tu vois, il y en a plein qui peuvent des fois dire ouais, genre même je fais du foot, je fais du rugby, alors qu'ils vont faire un entraînement par mois. Tu vois. Donc je pense qu'il y a quand même ce côté-là aussi qui rentre en jeu. Donc après, on fera un épisode où on parlera un peu de la balance de ce côté un peu coaching. Pourquoi le free? On fera un gros épisode, le free access. Ok, il y a de la matière, je pense. Exactement. Où on en était? Et on se fera une joie d'équiper tous les free access de France. Du coup, on parlait un petit peu de tout ça, du côté un petit peu événement. On va parler un peu tarif, parce que ça rejoint justement la mise en place un peu de la salle, le côté rentabilité de la salle. Donc, il y a un petit virage qui se fait dans le CrossFit où tout le monde se rend compte que le service n'est pas assez cher. Donc, il y a j'écoute beaucoup de podcasts où en fait tous les owners, tout le monde dit de monter ses prix parce qu'en fait, justement, tu t'y retrouves pas sur la durée. Je sais pas par qui veut commencer, mais comment vous avez un petit peu, je pense peut-être par vous, parce que vous avez vu un peu l'évolution, vous avez quand même une salle qui est ouverte depuis beaucoup plus longtemps. Comment vous avez vu cette évolution tarifaire? Alors nous, tu veux qu'on donne les chiffres concrets? Ouais, par exemple l'abonnement de base, combien il était quand vous avez ouvert, et maintenant aujourd'hui combien il est et comment vous avez fait ces évolutions? En 2016, on a ouvert, on avait on avait 3 tarifs. On avait le tarif fondateur, c'était 67 €. Non, je crois que c'était même moins, je crois que c'était 47 ou 57 € au début. Si, il y en a encore qui payent des abonnements à ce prix-là. Quand je l'ai Tu vois, tu dis, en fait, on avait limité 47 balles. On avait les limités à 60. Et je me souviens que quand on avait ouvert en 2016, on faisait partie des plus chers. Que même dans Lyon, ils n'étaient pas 75 € en illimité en 2016. Donc c'était illimité 75. 75. Après, on avait le fondateur. C'est très très loin, du coup, je m'en souvenais plus. Et après, on avait le tarif réduit. Étudiants, militaires, pompiers, ils étaient à 67, je crois. Illimité. Ça marche plus le micro? Si. Non, ça va très bien. T'inquiète, je prenais ma calculette, je veux faire un truc. Tu vas faire un truc. Ouais. Et après, maintenant, en illimité, on est à 119. Ok. 119. Et ça a été très dur psychologiquement. En tout cas, pour moi, je sais pas Flo comment il l'a vécu, mais moi, d'augmenter les prix, de refaire le coût par séance, etc. Du coup, est-ce que je pense que c'est une question que beaucoup se posent en ce moment, mais est-ce que vous avez augmenté les prix pour tout le monde ou est-ce que c'était les nouveaux à chaque fois qu'il y avait l'augmentation? On a laissé les anciens genre sont toujours au tarif qu'ils avaient quand ils sont arrivés. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'ils nous ont fait confiance depuis le début. Carrément. Ils sont là. Pourquoi les augmenter? On a même réfléchi à faire des légères augmentations, mais on s'est dit on les touche pas. Mais après, surtout, ce qui a été intéressant de construire, c'est des formules en fonction de la fréquentation. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Parce que pourquoi illimité quand tu vas pas venir tous les jours? Et si tu regardes la moyenne de la fréquentation, c'est 2 fois par semaine. Donc on a fait un abonnement 1 fois, 2 fois, 3 fois et illimité. Là, tu vois, j'ai fait un petit calcul assez rapidement pour que les personnes se rendent compte, mais une personne qui avait un abonnement illimité, donc à l'époque à 75 €, on va dire que si elle venait 5 fois par semaine, parce que quelqu'un qui va être très assidu au CrossFit, on va dire qu'il vient, aller lundi, mardi, mercredi, et des fois il fait vendredi, samedi, on va dire 5 fois, c'est vraiment beaucoup, mais 4 fois c'est déjà bien. On peut changer, mais s'il venait 5 fois avec 75 €, sa séance, en gros, elle valait 3,75 €. Donc en gros, il venait pour 1 heure de coaching et d'animation d'un cours pour 3,75 €. Souvent, quand on fait de la vente, donc je sais pas si il y a des personnes un peu qui s'en rendent compte, mais j'aime bien moi leur expliquer quand ils hésitent à prendre un carnet ou prendre un abonnement. En fait, j'aime bien leur dire ok, ta séance elle va te coûter combien? Par exemple, quand tu prends du personal training, aujourd'hui la moyenne, je pense que c'est aux alentours de 60 €. À l'époque c'était 50, mais là c'est plus 60 €. En gros, la personne se fait coacher pour 1 heure pour 60 €. Donc c'est quand même beaucoup plus cher. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Et là aujourd'hui, on retrouve quand même quelque chose où tu es quand même drivé, il y a quelqu'un qui va voir si tu fais la chose bien, tu arrives, c'est pas personnalisé, mais tu arrives, tu as quand même une séance coachée pour 3,75 €. Donc à l'époque. Et puis là, à l'époque, je me rappelle, quand tu avais des cours à 10 personnes, tu vois, tu disais, ah non, moi je prends pas plus de 10, tu vois, tu as déjà tes cours blindés et tout. Hein. Donc ça te fait en gros, ton coach. 37 €. Ouais. 37 €. Tu payes le coach déjà, t'es déjà. Voilà. Maintenant, vous êtes à combien? Alors, limité, c'est 119. Alors, après, en termes de vente, c'est vraiment une petite. Ouais, mais juste pour comparer, en gros, maintenant, ça fait un peu moins de 6 €, 5,95 € la séance. En gros, on double un petit peu le truc. Tout à l'heure, tu me parlais de la fréquentation est souvent à 2 séances semaine. Donc, en gros, l'évolution, c'était justement de proposer ces abonnements de fréquentation réduite. Est-ce que ça a été une bonne solution, du coup? Ah clairement. Clairement. Et puis, je trouve, moi, ce qui est bien, c'est qu'en gros,
la personne, tu vois, tu dis pas, bah en fait, elle va payer un abonnement super cher et autant elle en a pas besoin parce qu'elle vient 2 ou 3 fois. Et là, je trouve que ça permet de faire des paliers où la personne, si tu vois déjà, elle arrive, elle te dit, bah c'est toujours pareil, c'est écouter ton client. La personne, elle arrive, elle te dit, bah moi, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de sport, je suis en surpoids ou j'ai eu 3 enfants ou quoi. Oui, déjà, si tu lui vends un illimité, t'es déjà un escroc, quoi. Exactement. Bah non, Donc déjà, tu vois, si cette personne vient une fois par semaine, déjà, elle va pas s'en dégoûter et elle aura déjà des évolutions. Et après, bah, derrière, elle va commencer à kiffer, bah, elle va prendre le 2 fois et voilà, après, elle va suivre son évolution. Et c'est souvent ça, hein. Souvent le une fois par semaine, c'est les personnes qui n'ont pas fait de sport pendant 10 ans, c'est le lancement. Et vaut mieux une fois par semaine hyper régulier qu'un. Et du coup, à force, ils prennent goût, ils voient qu'ils peuvent, ils passent à 2 fois, 3 fois. Puis ça rassure, je trouve, le une fois par semaine, il rassure beaucoup de personnes. Enfin, nous, on l'a mis en place depuis quelques mois maintenant. Et je trouve que c'est rassurant pour les gens, même si au final, ils le voient, ils vont se dire, ah bah une fois. Puis après, en discutant, souvent, on les oriente faire le 2 fois parce que moi, je trouve 2 fois, c'est quand même pour amener une progression et même pour eux, toi, de la récurrence et éviter les courbatures à chaque fois, etc. C'est sûr. Et je pense qu'ils auront une meilleure expérience sur petit à petit. Mais au moins, ils voient le une fois et ils savent que si jamais ils peuvent pas 2, il y a quand même ce une fois qui est là pour quand même y aller et se lancer dans le truc. C'est toujours pareil, c'est en écoutant ton client, en voyant son passé, en voyant ses objectifs, tout ça, où tu vas pouvoir lui préconiser ce qu'il a besoin aussi. Ouais, je suis d'accord. Okay. Donc le conseil qu'on peut donner pour des personnes qui vont ouvrir, c'est de pas avoir peur d'avoir ce tarif illimité qui est assez imposant parce que en fait, c'est pas tout le monde qui va le prendre et au moins ça part au but. Mais on n'en a pas vraiment parlé, mais pour moi, les limités, c'est vraiment je pense le pire truc pour les honneurs. C'est le gars qui va te poncer ta salle tous les jours non-stop et au final, même s'il paye, vous êtes 119, c'est ça, le limité. Même à 119, tu commences à t'y retrouver, je pense, à ces prix-là. Mais en vrai, s'il est là tous les jours non-stop, il va te prendre de la place. C'est sûrement des gens qui restent un peu après le cours pour peut-être faire d'autres choses. Enfin, c'est forcément, je pense, c'est pas les. Après, tu vois, il y en a forcément parce que les gens qui sont à fond dans le truc et tout, c'est bien de leur les contenter. Mais j'allais dire, c'est un petit peu quand même parce que mine de rien, il y en a qui vont être accros à un peu ce truc et je trouve que c'est un peu. Faut pas non plus mettre les bâtons dans les roues pour ces personnes-là qui veulent vivre le truc à fond. Je pense que l'éducation de l'abonnement qui soit progressif. Je pense qu'elle est importante en tant que honneur, gérant et vendeur dans la salle de CrossFit pour éviter ça. Parce que, en fait, comme tu le dis, j'ai vraiment cette impression, je te le dis parce que je suis pas du coup gérant, mais ça fait un peu, on veut pas de gens qui sont tout le temps dans la salle. Non, mais après, t'as fait le calcul. C'est même en 119. Finalement, c'est par rapport au nombre de fois qu'il vient, il paye pas si cher. Non, c'est clair. C'est pas un prix qui veut les faire fuir, c'est un prix qui est juste par rapport à l'utilisation qu'il va en faire. Après, c'est justement par sa fidélisation où en gros, il peut avoir le prix de la séance moins cher. Exactement. Après, théoriquement, les gens qui sont là tous les jours, normalement, c'est des gens qui vont peut-être rester plus longtemps dans la salle que quelqu'un qui vient que 2 fois par semaine, par exemple. Mais en même temps, c'est des gens qui viennent tous les jours, ce sera plus dur à gérer. Il y aura toujours plus de problèmes annexes, des histoires, des trucs. Que quelqu'un qui vient 2 fois par semaine. Généralement, ça se passe toujours bien. Tu vois, il vient, il fait son sport. Tu discutes avec lui. Toi, c'est assez simple. La relation est très simple. Quelqu'un qui est là tous les jours, c'est-à-dire quelqu'un qui a investi à fond. Il est à la maison, quoi. Voilà, il est à la maison. il se croit chez lui. Il fait sa vie. Et forcément, il attend plus de trucs. Il est demandeur d'autres choses. C'est lui qui va te dire est-ce que je peux faire ci en plus? Est-ce que je peux faire ça en plus? Donc ça amène d'autres contraintes derrière, après qui se gèrent, hein, c'est pas la mort d'avoir des gens illimités, mais en tout cas c'est sûr que je pense en tant que honneur, je trouve que c'est bien quand t'as une grosse majorité de personnes qui ont des abos 2-3 fois par semaine. Ouais, puis après si c'est calé et que dès le début t'es ok avec lui, avec ce qu'il a le droit, pas le droit. Ouais. Après ça nous tu vois on en a plein et tu vois on sait par exemple avec la Prog Fit Process justement dans le Fraccess ils font pas n'importe quoi. Ils ont les blocs sup, etc. Donc ils peuvent faire ça. Mais par contre, c'est pas du n'importe quoi, machin. Oui. Ils sont cadrés et ça se passe super bien. Et au moins, ils s'entraînent ensemble. Et justement, ça fait évoluer le truc. Et c'est top, quoi. Ok. Pour le côté tarifaire, on va passer un petit peu à la suite. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça et des fois même des questions que vous posez vous-même, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Sous la vidéo ou même dans ce petit podcast. La prochaine question, on va clore un petit peu le débat avec tout ça, mais pour vous, quelle part du chiffre d'affaires on doit réinvestir un petit
dans cette vente, tout le marketing, tout ce qu'on a parlé avant. Prospection. Ouais, dans la prospection pour pouvoir justement faire grossir le nombre d'adhérents et réussir à bien faire tourner notre salle. Est-ce que vous réfléchissez à ça ou peut-être pas du tout? Bah si, on a un budget, après ça dépend où t'es. C'est ce qu'a dit un petit peu Flo tout à l'heure. Si t'es dans le centre de vie dans le centre de Lyon, ton marketing c'est ton emplacement, c'est ton loyer. S'il faut que t'ailles, si t'es un petit peu reculé, faut que tu mettes tes moyens financiers ailleurs pour les faire venir. Puis de sponsoriser. Puis après, je pense, même dans le budget, il y a ça, mais je pense qu'il y a le renouvellement de matériel aussi. Mine de rien, c'est... On va y venir juste après. On va parler. C'est la question d'après. On va parler. Prochain thème, ça va être tout ce qui est matériel et tout. Justement, on n'est pas là pour rien. Après, j'ai oublié un truc sur les prix. Je pense qu'on a oublié de parler d'un truc. Il y a l'abonnement, mais il y a tout ce qu'il y a à côté, les ventes un peu additionnelles. Et puis même les frais d'inscription. Les frais d'inscription, exactement. On en parlait pendant longtemps. Ça exactement. Mais ça, je pense, c'est des choses ultra importantes quand même. Et du coup, vous pensez quoi? On pourra un peu passer dans moment, par exemple, en ce moment, il y a l'Aerox qui cartonne à fond. Je sais pas s'il y a des salles encore qui proposent l'Aerox compris dans leur abonnement, mais genre pour moi c'est improbable, tu vois. C'est-à-dire que les gens ils ont accès, souvent les gens ils ont accès à des spé, l'aspect gym, l'aspect altéro que beaucoup de box font, c'est compris dans l'abonnement. S'ils font de l'Aerox, ça peut être compris dans l'abonnement. Ce qu'on propose avec Fit Process, la Prog Advance, il y a des honneurs qui le mettent dans l'abonnement aussi. Donc en fait, si tout est dans l'abonnement, ça fait mine de rien, ça fait un sacré service pour l'adhérent pour du coup, tu as vu le prix à la séance, ça baisse encore le taux. Donc, moi, je trouve que c'est important l'abonnement que la personne paye, c'est pour un service, genre les cours de CrossFit et peut-être les spé, pourquoi pas, selon combien t'en as, etc. Et qu'après, tu aies des additions, les gens additionnent avec ce qu'ils ont envie de faire en plus. Tu as envie de faire un peu d'Aerox, tu prends une séance en plus d'Aerox. Tu as envie de faire la Prog Advance, tu payes 10 €, 15 € de plus. T'as envie de faire un truc et ainsi de suite, tu vois. Je pense que c'est important d'avoir ces petites annexes. Ouais, après nous, clairement, tu vois, les courses P, ça nous sert aussi à désengorger les WOD classiques. Oui, voilà. Après, c'est une stratégie. Ça permet aussi à mieux répondre. Tu vois, le client, par exemple, je sais pas, il veut beaucoup de perte de poids, machin. Tu vas plus l'orienter, on va dire, sur un WOD cardio, tout ça. T'as ce côté, on va dire, un peu plus commercial qui te permet d'orienter les gens en fonction de leur objectif. Alors quelqu'un, je sais pas, il veut se renforcer, il veut plus du coup faire de la force, prendre du muscle, on va plus l'orienter sur un renfort force. Il y a deux façons de voir différentes. Pour donner le contexte de CrossFit Démon, c'est qu'on a 2 salles. Enfin, on en a même 3, mais 2. On a une salle, 2 espaces. 2 espaces, merci. Où on a le cours où on fait le WOD classique tous les jours. Process, pas mal. Et après, on a le cours SP dans la salle 2. Et en fait, chaque jour, il y a un cours SP différent. Et on a le Aerox le vendredi. Il y en a juste un ou il y en a plusieurs dans la soirée qui s'enchaînent? Ah non, il y en a plusieurs. On en a le midi et le soir. On a 4 heures de SP. Mais voilà, par exemple, le lundi, c'est force. Le mardi. Donc, en gros, tu as 4 doublons dans la salle à un moment dans la journée. Et en fait, ça nous aide énormément en fait, quand on reçoit les prospects qui veulent, en fonction de leur objectif, on les oriente vers le type de WOD. Et c'est vrai que de les proposer en plus, c'est pas possible. Dans la vision que vous avez, c'est nous, pour répondre en fait finalement à l'objectif du client, on lui propose tel ou tel WOD. Ouais, après je pense que c'est des visions, c'est exactement ce qu'on disait, c'est des visions différentes. Pour moi, j'ai ouvert une salle de CrossFit, toi typiquement, parce que pour moi le CrossFit ça répond à tout, tu vois. C'est juste après comment tu vas le coacher, comment tu vas l'amener, comment tu vas lui adapter les séances. Mais en vrai, quelqu'un qui veut perdre du poids par exemple, de lui dire la priorité c'est de faire du cardio. Moi, en tant que coach, en tout cas, je suis pas d'accord, tu vois. Il a besoin de faire de la force, il a besoin de... J'ai bien parlé en termes commerciaux. Ouais, mais parce je suis que d'accord. Clairement, dans la vision des gens, le mec qui va faire un WOD de 5 minutes, pour la vision des gens, lui, je suis il va se d'accord. dire, en fait, je vais pas perdre de poids avec ça. Même si on sait tous les deux que... Exactement. Mais moi, je suis encore dans le truc où me dire, j'ai envie de le convaincre que, en fait, le meilleur moyen, c'est pas d'aller faire 1 heure de cardio, parce qu'en vrai, ça lui sert à rien, tu vois. Tu vois, si je prends un exemple il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'en ai eu plusieurs. Je veux surtout pas toucher une barre d'haltéro. Ouais, je suis d'accord. Du coup, mais j'ai peur du CrossFit, je veux surtout pas toucher une barre d'haltéro parce que je vais la toucher, je vais devenir énorme et sec. Ouais, je suis d'accord. Du coup, pas de problème. Nous, on a un PVC. Non, on a des cours. Je leur dis, moi, c'est pour ça. Non, mais on a des cours justement. Mais en fait, je vois, c'est un peu. Moi, j'ai eu le discussion. C'est pour l'année, tu vois, c'est un peu comme avec ton gosse. Je vois très bien. J'ai eu la discussion la semaine dernière avec un adhérent, moi, sur l'Aerox. Pour lui faire bouffer des légumes, tu lui mets des frites de légumes, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et après, une fois qu'il est dedans, il se rend compte qu'en fait, tu le fais dévier, quoi. Ouais, bien sûr.
Mais j'ai eu la discussion avec un adhérent là qui a une 50aine d'années, qui est là depuis, je pense, 1 an et demi. Et en fait, il y a une autre adhérente, il discutait, il lui dit je fais de l'aérox, c'est du cardio. Enfin, elle lui explique l'aérox de sa vision, pas vraiment la vraie vision, mais de sa vision à elle. Et lui, il se dit, mais attends, mais c'est ça que je veux faire. Tu sais, moi, j'ai pas envie de soulever des charges lourdes, j'ai pas envie de. Et du coup, il vient me voir, il me dit, elle m'a dit que je devais faire de l'aérox, que moi, je veux faire juste m'entretenir, machin. Je dis, mais tu sais, c'est Patrick qui s'appelle. Je dis, mais Patrick, c'est moi qui t'avais fait ton abo quand t'es venu. Tu m'as dit que tu voulais être juste en bonne santé, pouvoir bouger bien et tout. Bah non, en fait, c'est l'aérox. Tu vas être traite des épaules, t'es déjà tout comme ça. Ça va pas t'améliorer ta mobilité, tu vas pas améliorer ton amplitude d'épaule. Donc en fait, non, faut aller au CrossFit, tu vois, tu vas travailler tout ça. Mais alors, du coup, lui, il a compris ce que je lui ai expliqué. Mais je pense qu'il y a plein de gens, ils se disent, bah l'aérox c'est facile parce que juste, les gens vont pas faire les trucs qu'ils aiment pas trop faire, etc. Mais moi, en tout cas, toi, quand j'ai ouvert la salle de CrossFit, c'est justement essayer d'amener un maximum de gens à leur dire, mais non, en fait, le CrossFit, venez et mais il y en a essayez. Mais je suis d'accord avec toi, il y en a. Moi, je pense qu'on a perdu peut-être des gens qui viennent pas parce qu'ils flippent, tu vois. Ouais. Mais, je pense que j'ai pas passé le cap encore de leur dire, bah venez faire un peu de cardio, hop, j'ai des appâts et toi. Après derrière, quand ils sont dedans, tu leur dis, bah tu sais, tu peux raide des épaules, tu gagnerais machin. Ça a été un levier énorme. Hein. Et puis, je suis d'accord. On a des adhérents, ils sont venus juste pour le cardio. Mais maintenant, ils font les WOD, ils font comme tout le monde. Ouais, bien sûr. Ça s'est fait par étapes. Je pense, mon Flowfit, t'es encore trop jeune. T'es un jeune entrepreneur. Non, c'est pas. Je pense que j'ai encore trop de paillettes dans les yeux. Je me dis, non, c'est possible, on va arriver à les convaincre. Non, mais après, moi, d'un œil extérieur, je comprends totalement les deux visions parce que pour avoir été formé dans une salle de fitness, en fait, aujourd'hui, tu proposes un petit peu de tout en espérant que les personnes, en fait, elles vont se dire bah cette chose-là m'intéresse, mais en fait je découvre l'autre chose. Ah ouais, mais c'est trop bien ça. Et du coup au début ils venaient juste pour faire de la danse et de la zumba, puis après ils vont faire du pump, des trucs comme ça. Et puis ils vont avec un pote et le pote finalement après fait les cours, du coup il va les faire avec lui. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté un peu du coup tu proposes quelque chose qui les intéresse et après forcément tu leur as dit en fait c'est pas juste une salle où tu fais des cours cardio ou juste de la gym. T'as ce côté un peu cette méthode CrossFit qui est plus générale, mais je pense que en fait comme on peut revenir un petit peu à la base de quand tu choisis la grosseur de ton local, en fait, il faut juste croire en ce que tu veux transmettre. Quoi. Après, pour te rassurer, Flo, c'est quand même du CrossFit. C'est juste que dans les courses P, il y a un thème qui est plus développé. Donc au final, ils font quand même de CrossFit. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a dans beaucoup de salles, en tout cas quand j'échange avec Donner, il y en a beaucoup qui ont des adhérents qui viennent genre à l'aspect cardio et à l'aspect, je sais pas, souvent c'est cardio beaucoup, tu vois, ils viennent faire 2 fois du cardio dans la semaine et en fait ils font pas de CrossFit, ils font pas d'haltéro, ils font pas de gym. Et je trouve que c'est dommage, tu vois, parce que, après je sais pas l'honneur pourquoi il a ouvert une salle de CrossFit, etc. Mais même peut-être lui, c'est pas. Ouais, mais en fait, après, je comprends, il se dit, j'ai quand même un adhérent qui est là, il paye son abo, bon. Mais je trouve, sur le long terme, tu vois, toi, t'as ouvert une salle de CrossFit, tu vends du CrossFit, alors tu proposes des cours annexes parce que c'est cool aussi, et puis ça fait partie du CrossFit, de développer un peu des qualités. Mais la personne, il fait que ça. Pour moi, t'as raté un truc, tu vois. Faut puis je pense qu'il fasse un cours de temps en temps, ou qu'il fasse un cycle, etc. C'est top, mais qu'il fasse que ça pendant genre 1 an, 2 ans. Mais en fait, t'as un abonnement en plus, mais je pense que t'as quand même raté un truc en tant qu'honneur de CrossFit, tu vois. Voilà, après, tu vois, pour revenir sur ce qu'on disait sur la vision, tout ça, clairement, je trouve que l'Irox, il a mis clairement ça en vision, en fait. Parce que combien t'en as, ils se sont dit, ah cool, grâce à ça, je vais faire venir des gens dans ma salle. Parce que après, justement, ils n'ont plus de vision, ils n'ont plus rien. Et en fait, ils se servent d'une autre méthode pour vite fait faire venir du monde parce que justement, ils n'ont peut-être pas cette. Le fait, je trouve, que ta vision CrossFit, c'est peut-être aussi ce qui fait que tu as des gens qui viennent et qui adhèrent au CrossFit. Et qui je suis d'accord, mais je pense que la vision CrossFit a beaucoup évolué aussi. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de salles qui ont ouvert avec la méthode CrossFit, parce que c'est des salles de CrossFit, mais en vrai, ils proposent pas vraiment cette méthode CrossFit. Toi, pour moi, c'est d'adapter, de faire un WOD thruster muscle up et de le proposer à un débutant en adaptant correctement. Pour moi, c'est ça la méthode CrossFit, tu vois. Et il y en a plein, en fait, ils s'adaptent pas et juste ils disent thruster, juste décharge mais un peu moins lourd, muscle up, fais tirage anneau. Alors, et puis ils font ça pendant 1 an, tu vois. Et ouais, c'est sûr que la personne, moi, elle va être dégoûtée de faire ça, tu vois, c'est chiant, c'est relou de faire toujours les trucs, toujours scaler pareil. Et en fait, c'est ça que je pense qui manque dans la méthode, c'est que les gens, ils ont oublié ce que c'était la méthode CrossFit. C'est juste, il faut que les gens soient en bonne santé, qu'ils bougent bien, qu'ils aient des bonnes amplitudes articulaires, et tout est autour de ça, tu vois.
Alors que là, c'est souvent, je viens, je me démonte pendant 1 heure à faire un WOD dégueu, et puis bon, bah voilà, j'ai fait mon déstress de la semaine 2 fois, 3 fois dans la semaine. Et je trouve, du coup, on perd un peu ce que c'est vraiment le CrossFit, à se dire, bah non, en fait, je vais essayer de m'améliorer, mieux bouger, mieux être en amplitude, avoir des bonnes mobilités, pas se blesser, et pas juste venir se démonter pendant 1 heure, quoi. Je trouve que c'est pareil pour avoir cet avis un peu plus, moi, en tant qu'athlète, coach, simplement sans avoir ce côté business. Je vois vraiment un peu cette évolution au fur et à mesure des années et que en fait, la recette, elle est pas facile, quoi. Bah non, Faut arriver à croire en ce que tu fais et surtout délivrer la bonne méthode. Parce qu'en fait, je pense que l'Aerox, il viendra aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur l'Aerox qui vont se cacher sur un WOD qui dure 50 minutes. Tu as eu 10 minutes de warm-up et après, ouais, allez, vas-y, cours et tout. Mais je pense que s'il n'y a pas d'évolution sur la technique de course, sur la technique de sled, sur aujourd'hui, le WOD, il fait que 20 minutes parce qu'avant, on va bosser notre sled en intervalle, des trucs comme ça. Je pense qu'il y aura aussi cet essoufflement. Donc en vrai, dans chaque méthode, si t'es mauvais coach, tu perds l'essence du... Ouais. Après, là, l'Aerox, je pense que mon père, il pourrait coacher un cours d'Aerox. Hein. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, il peut l'animer. Oui, je pense. Il peut l'animer. Je suis pas d'accord. Comme CrossFit, tu vois, je pense qu'il peut l'animer. Non, mais sur la durée. Tu peux amener un plus si vraiment t'es à fond dans le truc. Mais en vrai, en technicité, tu parles. Là, je pense que si on fait le tour des box, tous ceux qui proposent l'Aerox, ou même, je sais pas si vous êtes affilié, vous, à l'Aerox. Ouais. Vous êtes sur les cours qu'ils proposent sur, je me rappelle plus du site. Performance Hub. Le Performance Hub. Ouais. Bon, je sais pas si vous avez checké un peu les séances. Moi, je suis allé voir parce que vu qu'on fait l'arrêt, je voulais voir un peu ce qu'ils proposaient. Mais en vrai, c'est des séances. Tu vois, sur une séance d'1 heure, tu as 55 minutes de WOD. 10 fois 400. Non, mais sur la majorité, tu as au moins 45 minutes de WOD. Ouais. Donc, déjà, tu peux pas faire de technique, c'est impossible. Tu vois, il n'y a pas d'amélioration technique sur aucun mouvement possible dans la séance d'1 heure. Donc en fait, ce qu'ils proposent, c'est juste tu viens, tu te fous une petite mine pendant 1 heure cardio, et puis voilà, tu vois, c'est des mouvements simples. Ça, c'est la Prog Aerox. Ouais. Qu'ils proposent. Ouais, mais je trouve que après, les gens, c'est ce qu'ils veulent, hein. Ils sont pas bêtes, hein, mais... Si vous avez des questions là-dessus, on va avoir le mois prochain, on va avoir un gros épisode Aerox, justement, on recevra Manon et Cam qui vont aller chercher la qualif du top 15 en double féminine à Paris, et donc ce sera l'occasion un petit peu de parler de tout ça. Donc si vous avez des questions sur l'Aerox, que ce soit en termes de business, que ce soit en termes de cours, que ce soit en termes d'entraînement, ou même des questions pour les athlètes, on les met en commentaire, ou alors on peut nous envoyer un petit mail, hein, on l'a dans la description de la vidéo du podcast, n'hésitez pas. C'était la petite aparté. Pareil, si vous avez besoin de matos ou quoi pour l'Aerox, justement, qui est pas mal. Justement, on y vient. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour un peu... je pense qu'on y reviendra à la fin. On va passer sur le côté un peu équipement, parce que mine de rien, on est à 1h10 de tournage, donc on va quand même avancer. Et puis si on veut clore avec quelque chose qu'on a oublié de dire, on n'hésitera pas. Donc aujourd'hui on a Xavier et Flo qui ont CrossFit Démon, mais qui ont aussi la société Fit & Rack qui est le numéro 1 d'équipement français. Et du coup on voulait avoir un petit peu votre avis par rapport à justement ces salles quand il y a des créations qui se font, un petit peu avant de donner un petit peu on va dire vos orientations, vous de Fit & Rack, donner pas la solution mais la bonne base à avoir en termes d'équipement, les bonnes choses à réfléchir, parce qu'on est dans un épisode où on parle business et peut-être que des fois au début on se dit c'est bien si j'ai 4 haltères de 40 kilos dans ma salle, alors que c'est peut-être pas la priorité. Donc qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça? Et aujourd'hui pour commencer un peu avec ce sujet, quand il y a quelqu'un qui vous contacte, est-ce que souvent il a déjà une envie particulière avec une liste, ou alors vous lui dites nous de base en fait le plus souvent on a des packs d'ouverture Non. Chaque projet est différent. Tu vois, en fait, c'est un peu comme quand t'as un client qui vient, quand t'as un prospect qui vient dans ta salle de CrossFit, il faut d'abord l'écouter. Et après, tu prends un peu tout ce qu'il a et tout ce que lui déjà. Autant, c'est un mec, il est dans le CrossFit depuis 15 ans, il a déjà coaché dans 4 salles et il sait exactement ce qu'il veut. Ou au contraire, autant c'est juste l'entrepreneur qui va mettre un coach et du coup, il a zéro idée. Et du coup, nous, notre but et l'objectif justement de Fit & Rack, c'est vraiment d'optimiser et d'accompagner la personne en création de salle. Et c'est là où justement on a ce gros travail d'écoute et ce gros travail avec le prospect ou le client sur ça. Du coup, on se base vraiment par rapport à son local. Parce que tu vois, genre entre la personne qui a un local, tu vois, il peut y avoir 2 locales par exemple de 300 mètres carrés, sauf que l'un c'est un carré et l'autre c'est un grand rectangle tout fin, tout étroit. Tu vas pas lui proposer le même truc. L'autre il veut faire des cours à 20, l'autre au contraire il veut faire du truc hyper quali, des cours à 8. Pareil, tu vas pas lui proposer la même chose. Donc c'est justement là où nous on a un gros point et il y en a un qui veut faire que des cours, l'autre qui veut faire moitié free, moitié cours.
Ouais, tu peux pas faire les mêmes équipements et les mêmes. Donc il y a une grosse adaptabilité, un peu comme tout ce qu'on dit jusqu'à présent dans la salle, ça marche aussi un peu dans le business de l'équipement, quoi. Ouais, puis il y en a, ils ont un gros pack de départ, ils te veulent 10 rameurs, 10 bikers, machin, et t'en as déjà, s'ils en ont 2 de chaque, tu vois, dans leur budget, ça sera déjà bien. Donc justement, c'est là où on optimise la place, on dit, bah peut-être au lieu d'avoir, je sais pas, 2 machines de chaque, vaut mieux peut-être que t'aies un parc de rameurs, comme ça dans tes cours, tu peux mettre ça. Et après, derrière, on adapte. Après, voilà, je dis ça, mais ça pourrait être d'autres choses. Vous avez déjà eu un devis d'une ouverture qui était complètement... Genre, il y avait une quantité de trucs, c'était vraiment exagéré. Ouais, dernièrement, on a eu... alors, c'était pas forcément... Après, on a eu des demandes loufoques tu vois, il y en a, ils voyaient vraiment le côté strongman et des charges méga lourdes, qui, je pense, ont plus pris la poussière que fait. Mais après, par contre, on a eu des demandes de grosses salles. Et je pense qu'on en a de plus en plus parce que les projets sont de plus en plus importants. Tu vois, où genre le mec, il a une première zone de WOD, une deuxième zone de WOD, une zone Hyrox, une zone Free, une zone Kids. Et du coup, forcément... C'est un château, le truc. Ouais. Et du coup, on a eu des grosses demandes, quoi. Donc, et nous... Et des gros projets, pas que des demandes qui se sont concrétisées. Vu là, vous parlez un peu des gros projets, mais si on devait prendre un petit peu le budget moyen de base pour une salle, ce serait combien en termes d'investissement ? Si on base que sur le matos, sans les vestiaires, sans les travaux d'aménagement. Non, mais juste pour en termes d'équipement, genre fit and rack pour que ce soit alter, le rack, le sol, ces choses-là. Faut compter combien pour un... Allez, de 30 à 60 000 euros à peu près. T'as déjà une bonne fourchette en fonction des ergots, tout ça. En fonction de la grosseur, j'imagine que les dalles aussi, ça chiffre vite. On se rend pas compte, mais... Le type de sol, ça change. Ok. Pour vous, qu'est-ce qui chiffre le plus vite dans une salle et qu'on a peut-être tendance à sous-estimer? Genre, on ouvre la salle, on se dit, les poids, ça va aller et tout. Puis en fait, je pense que le sol, peut souvent surprendre. Sol et ergo. C'est les deux gros postes. Après, tu vois, c'est aussi les contraintes. Par exemple, quand on discutait au début avec l'ouverture à Genasse, dans le budget, mettre des dalles amortissantes, c'était pas possible. C'était pas possible au niveau du prix. Du coup, on a choisi une autre solution. On a mis des poids qui amortissent un peu plus et du sol en rouleau. Et là, avec l'évolution, forcément, quand ça marche bien, tout ça, là, ils ont plus de problèmes parce que les courses se sont agrandies, il y a 2 cours en simultané, tout ça. C'est là où on est passé avec le système de dalles. Donc, le projet, après, évolue aussi dans le temps. Et ce qui est vrai à une époque, après, bien sûr, ça évolue au fur et à mesure des années. Après, comme a dit Florent, le gros travail, c'est le conseil. C'est le conseil en fonction du budget, parce que tout le monde a un budget initial. Donc, on essaie de tout compiler, quoi. Les mètres carrés, l'activité qu'il va faire derrière, et le budget. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes quand le honneur va ouvrir sa salle en termes d'équipement? Est-ce que vous direz que vous lui dites non, là, fais gaffe, ça c'est peut-être une erreur, part plutôt là-dessus? J'aurais dit au début, mais plus trop maintenant, c'est de faire des charges un peu trop, par exemple sur les haltères, penser trop 22,5 alors qu'il y a toutes celles en dessous. Prendre du matos qui sert pas forcément pour les cours. Je pense que la priorité en vrai c'est d'avoir du matos pour les cours. Genre avoir un GHD, un yoke, des choses comme ça. Je pense que c'est bien dans un deuxième temps pour si jamais t'as des gens qui l'utilisent. Après c'est toujours pareil, ça sert à rien de l'acheter s'il y a une personne qui l'utilise. Là, souvent c'est le petit plaisir du Honor. Ouais, voilà. Il se fait sa liste de cadeaux. Mais je pense que ça peut être bien d'avoir tout le matos qu'il faut pour les cours, assez de barres, assez de poids. À toutes les charges. À toutes les charges. Pas de charges officielles. Avoir des petites barres aussi. Enfin, je sais que ça c'est quand même important. Barres, des short barres ça peut être bien pour l'espace. Mais des barres de 5 kg, 10 kg. Pour des gens qui débutent, mine de rien, parce que tu prends 15 kilos direct, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué. Donc, et puis, on parle des barres, mais les wall balls aussi. Si tu prends pas de wall ball de 4 kilos, même de 2, de 1, 6 et 9, on se rend pas compte. Franchement, nous, il y a beaucoup de gens qui utilisent les deux, quand même. Ah ouais, les deux, c'est souvent. Des adultes qui prennent le 2 kilos, il y en a quand même beaucoup. Donc, je pensais au cours en priorité, je pense. Et pour moi, après, une autre erreur, c'est moins le cas maintenant. Mais au début, après, nous, forcément, ça va à contresens de ce qu'on aime. Mais en gros, ils veulent mettre la cage centrale, que ce soit l'élément central. Sauf que maintenant, quand on leur explique, tu sais, il y a beaucoup de cours aussi où tu n'utilises pas la cage. T'as pas de gym, tu dois mettre des rameurs de la corde à sauter ou quoi, tu la mets en plein milieu, en fait, ça va te bloquer. Donc du coup, en fait, ils veulent souvent que ça se voit que... De toute façon, je pense de manière globale, c'est toujours contre le mur que c'est où tu gagnes le plus d'espace. C'est en gros avoir le plus gros espace libre au milieu où tu peux l'agencer. Tu vois, il y en a, ils nous disent en fait, j'aimerais. Est-ce que vous faites des dalles de couleur pour que je puisse délimiter des zones?
On leur dit mais non en fait, c'est ce qu'il tu faut pas vas faire mettre justement. une En fait, contrainte pour rien. faut que ce soit le plus neutre possible, Ouais. le plus grand possible pour que tu justement peux tu puisses faire ce que resserrer tu et veux en ok. fonction de tes watts. Chaque jour est différent. Ouais, Donc, selon ton watt, tu peux moduler comme tu veux ta salle. Quoi. Contrairement à l'Aerox où c'est on va dire toujours la même chose où tu peux là spécifier des zones quoi. Ouais. Tu parlais de rack un petit peu de coup mural. Vous, du coup, à Jeunesse, c'est un rack central. Comment vous avez fait votre choix Bah, on n'a avec pas le le choix. On n'a pas le choix, les murs, on pouvait pas mettre contre les murs. Donc, Ouais, c'était des murs trop fragiles. bah, c'est pas C'est du bardage. C'est du bardage. Donc, Après, il existe des solutions. ouais, mais après, Comme mettre des t'as déports ouais, forcément une structure métallique. Bon, ça dépend les bâtiments, mais t'as forcément une structure métallique. Nous, on a 2 murs comme ça à CrossFit Démon, et même on l'a fait chez plusieurs clients. On recrée une structure sur la structure. Il faut faire attention, t'as pas le droit de percer, t'as pas le droit de toucher les structures, t'as pas le droit de souder dessus, t'as pas le droit de percer, mais tu peux faire des systèmes de mâchoires. Tu rapportes une autre une structure intermédiaire qui est derrière le mur HSPU, dans 90% des cas, et après tu viens se fixer sur cette structure. Ok. Donc c'est ce qu'on a fait à CrossFit Démon, on a fait ça à Villefranche aussi, on va faire ça dans 2 semaines à Villeurbanne, on a fait ça dans plusieurs box, je loupe tous les exemples, mais Ok. Non, mais c'est intéressant à Ouais, savoir. puis après je pense que c'est pareil, vous au début vous aviez il y avait plus si je me rappelle bien au début tu avais un espace court et après c'était l'espace c'était du free access aussi non? Ouais, Ça au s'est vite début. transformé Non, en en vrai, courbis. Hein. C'est ça. Ouais, en vrai, non, c'est. Ouais. Bah, il y avait un espace. En fait, ouais, la zone la zone vers l'entrée était moins utilisée par le cours. Mais ouais, très vite, quand même, ça a été utilisé. Après, nous, ouais, je pense, de base, hein, c'était le central, c'était plus par rapport au mur. oui, au contraire, Ah, bah, ça m'étonne pas. Contrainte du mur. Après à voir hein, si c'est possible. Ça se Bah, trouve, c'est ce que je veux dire, je pense qu'aujourd'hui réfléchir, c'est ça se peut-être trouve, ça pourrait être. Est-ce que je t'ai donné à envie réfléchir différemment. Peut-être. Tu vois, tu m'as titillé mon. J'ai envie de voir pourquoi ça pourrait ressembler, l'espace qu'on pourrait gagner, tu vois. On peut faire une super conception 3D. Eh ben voilà, c'est En bon. plus, il a craqué, Flo, il a pris des lunettes VR. Du coup, tu peux voir. Ah, je peux voir. Ah, Tu ça, peux c'est voir Ça, c'est beau. ça j'aime. Ça. N'en dis pas en trop, n'en dis pas réalité. trop. Pas mal. Ça rentre. Du coup, juste pour terminer un petit peu, on parlait un petit peu d'optimisation de l'espace. Comment optimiser son budget par rapport à son budget de matos, l'investissement de matos par rapport à son budget? Est-ce que il faut se dire, ok, je sais pas, par rapport au prêt que je fais à la banque, je vais en mettre, je sais pas, 50% dans le matos. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez un retour parce que vous c'était en 2016? Vous l'avez peut-être fait différemment. Est-ce que toi, tu l'as réfléchi différemment quand vous avez fait ça? Ou est-ce que vous êtes dit, on a besoin de temps, faut qu'on aille chercher temps à la banque? Bah, nous, je crois que. Alors, je vais pas te dire Vous de avez bêtises, réfléchi mais. d'abord matériel, je tout crois ça, et on après avait- vous êtes allé à la banque? Non, non, oui, si, on savait à peu près le montant qu'on avait besoin. Et après, une fois à la banque, si on avait un prêt plus haut, bah, on en profitait pour l'utiliser pour avoir plus de matos ou d'autres choses qu'on pouvait mettre dedans. Ou Si de la t'as un- trésor. Ouais, ou de la trésor. En vrai, si la banque Ouais. elle te donne plus, faut pas dire non. Ah, mais normalement, il débloque avec les factures. Ouais, exactement. Après, Donc, souvent, ils te débloquent avec facture. Donc voilà, faut pas hésiter à. Si tu peux, en tout cas, bah oui, si t'as plus de matos, surtout maintenant, je pense. Autant, je pense en 2014, 15, 16, tu pouvais ouvrir une salle de CrossFit avec vraiment un minimum. Là, maintenant, genre, si tu ouvres et que t'as une barre pour deux, je pense t'auras les autres salles à côté et les gens vont vite aller voir ailleurs. Hein. Je pense que c'est compliqué. Donc là, maintenant, t'es obligé d'avoir un minimum quand même. Ouais, clairement. Clairement. Ok. Après, ça dépend des salles, tu vois. Parce qu'il y a des salles, elles arrivent à avoir un local, il y a déjà un semblant de vestiaire ou quasiment la moitié des vestiaires qui sont faits. T'en as, c'est un local nu. Donc forcément, t'as au moins la moitié t'as du les budget travaux. qui va dans les Bah, vestiaires. ouais, dans les Vous avez eu travaux. beaucoup de travaux aussi par rapport à Ouais, ça. Hein. bah nous, c'était. Même l'isolation des murs et tout, le placo et tout. Hein. Ouais, bon, l'isolation. Le placo, quoi. Mais... Ouais, le placo. l'isolation. Mais oui, non, c'est sûr que les travaux, c'est une grosse part selon ton local. Hein. Si ton local est tout neuf, bah, c'est sûr que ça n'a rien à voir par rapport à. Si, comme nous, c'était un entrepôt vide depuis plusieurs années, qu'il n'y avait rien dedans depuis plusieurs années, bah, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses à faire, quoi. Après, ça dépend de ton budget initial aussi. Hein. Tu peux pas te lancer. En gros, faut faire tous les devis, quoi. Faut Exactement. avoir le local, faire tous les devis. Et... Exactement. Ok. Bah écoutez messieurs, on est pas mal un petit peu pour tous ces gros thèmes. Juste pour terminer et faire une petite conclusion, si on devait donner pour résumer un conseil concret sans repartir dans tout ce qu'on a discuté, mais si vous deviez, il y a quelqu'un qui vient vous voir et que vous dire je vais ouvrir une salle, quel premier conseil tu me donnes? Ce serait quoi? Mais au propre ton business plan. Mettre au propre son business plan? Bah oui, Ouais. qu'il soit carré. Les dépenses, tous les revenus qu'il va avoir pour voir ce qu'il peut avoir. Et pas se dire
mon revenu, ça va être les aides et on verra plus tard. J'ai le chômage pendant un an, donc Voilà, c'est large. c'est mettre dès le début le revenu qu'il veut et Comment le reste, l'atteindre. c'est du bonus. Et comment l'atteindre, exactement. Et comment l'atteindre, ouais. Ok. Mais ouais. Toi, Flo, si tu devais donner un conseil, peut-être plus en tant que coach. Bah moi c'est un peu ce que j'ai dit au début, hein, c'est essayer d'avoir avant d'ouvrir, d'essayer d'avoir vraiment qu'est-ce que vraiment vous voulez faire avec cette salle. Est-ce que c'est pas juste un caprice d'avoir sa salle, mais on sait pas trop ce qu'on va proposer dedans. Donc vraiment proposer un truc concret et un truc qui vous fait vibrer aussi, toi, qui vous donne envie de travailler dedans tous les jours, parce que vous allez passer quand même du temps dedans. Donc voilà, d'avoir un vrai projet et puis après bah d'avoir cette ligne droite enfin vraiment d'avoir cette vision en ligne de mire et pas commencer à faire un peu pour que ça quelqu'un avoir plus d'adhérents, commence à dire bon bah allez, je vais peut-être autoriser ça, puis après en fait tu te perds vite et t'es dans un truc qui te plaît plus. Et voilà, je pense que c'est important, c'est le truc qui va te faire vivre peut-être pendant X années, donc c'est important que ça soit dans ta vision. Voir sur du long terme. Ouais, exactement. Quand tu dis voir sur du long terme, c'est réfléchir à 5 ans, 10 ans, Après, 3 je ans. pense que ça dépend du projet de chacun, mais je pense que si vraiment t'es coach et que t'es passionné de CrossFit, je pense que c'est vraiment une vision sur peut-être plus que 10 ans, tu vois. Après, si t'es entrepreneur et tout, tu sais que tu vas revendre dans 5 ans, tu veux que ça marche pour revendre le truc, bon, bah, c'est différent. Je pense que la vision est vraiment pas la même, mais en tout cas. Déjà d'en avoir une. Ouais, déjà d'en avoir une, voilà, exactement. Pas Et ouvrir toi, à la Flo, rage. du coup Bon, après, je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils ont dit. Après, pour ajouter un petit point, je pense que de rester un éternel étudiant, en gros, de se dire, bah, il y a des trucs que je connais pas, de pas hésiter à s'entourer ou de se former sur des trucs. Parce que, bah, le monde de l'entrepreneuriat, en fait, c'est, comme on dit, on a 25 casquettes et on n'est pas bon partout. Donc, c'est toujours aller se former, toujours aller, pas hésiter d'aller voir des gens pour justement apprendre et de ça. Et puis maintenant, en tout cas, même juste dans le milieu du CrossFit, déjà, je pense que tu peux toujours connaître 1, 2, 3 honneurs, discuter avec, qu'est-ce qu'il fait de bien, pas bien. Après, c'est des idées qui marchent bien dans une et qui peuvent moins marcher dans l'autre, mais au moins, tu peux tester des choses, quoi. Je pense que c'est important de tester différentes choses pour voir si ça marche ou pas, quoi. Ok. Eh ben, on est bon, hein. On est pas mal. Vous avez un petit truc à ajouter ou pas? Faut en profiter, hein. Tu veux te rapprocher du micro, c'est ça? Non. Le micro était trop loin. Là, il va y avoir un petit peu de boulot en post-prod. Test. Bien sûr, comme d'habitude, si on n'est pas abonné à la chaîne, on s'abonne, ça nous donne de la force. Et si vous avez d'autres questions, d'autres petits sujets à nous suggérer, c'est avec plaisir qu'on répondra à ça dans dans les prochains podcasts. Et bien sûr, donc on est sur Spotify, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas trop vidéo, à aller écouter ce podcast ou l'écouter tranquillement dans la voiture. Les gars, merci. D'avoir répondu présent, d'avoir échangé, d'avoir donné un peu des clés, parce que c'était aussi l'objectif. Et on a une petite tradition, c'est le bye collectif pour clore cet épisode. Donc, faut pointer du doigt et dire bye. Vous êtes prêts, les gars? Vous allez arriver à le faire ou pas? Faut que je me mette près du micro. Tu peux le dire très fort. On est prêts, les gars? Bye.